Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes justement dimanche, il est 11h30 au Cameroun. C'est l'heure de votre grand débat de la semaine. Libre expression de ce dimanche. Nous aurons 3 sujets au menu. Tout d'abord, l'affaire ayant trait à la téléphonie mobile au Cameroun dans son aspect réseau. Quel est le regard que vous posez sur la mauvaise qualité du réseau téléphonique au Cameroun depuis quelques semaines déjà? Et jusque-là, un silence radieux du côté de ces sociétés de téléphonie mobile dans notre pays. Comment expliquer ce silence? Est-ce un mépris ou alors une arrogance à l'endroit des consommateurs? Le deuxième sujet de ce matin nous amènera du côté de la Guinée équatoriale, un pays que dirige le président Théodoro Obiang Bazogo avec une préoccupation des Camerounais qui sont expulsés mais également brutalisés, atteints dans leur amour propre en termes d'humiliation. Que fait l'ordre gouvernant à partir de Yaoundé pour sauver ces Camerounais de ces griffes de la Guinée équatoriale? Et comment expliquer ces expulsions à répétition des Équato-Guinéens à l'endroit du peuple camerounais? Nous en parlerons également dans le cadre de ces échanges. Et ce matin, nous ferons également une incursion dans le domaine politique avec un aspect bien important. 6 novembre 1982, 6 novembre 2022, cela fera exactement 40 ans que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est au pouvoir. 40 ans plus tard, quel bilan pouvez-vous poser de la gestion du pouvoir par le président de la République, son Excellence Paul Biya? Satisfaction ou échec total? Nous nous interrogerons dans le cadre de votre programme Libre Expression. Pour en parler avec efficacité, mais surtout avec beaucoup de profondeur. Ils seront anthropologues ce matin, ils seront analystes politiques, ils seront hommes politiques, ils seront acteurs de la société civile, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je vais commencer par accueillir nos invités qui répondent déjà présents ce dimanche au Cameroun. Je commence par le professeur Messanga Obama. Bonjour professeur. Bonjour, parfait. Et c'est un plaisir, et je crois que c'est notre première rencontre. Tout à fait. J'espère qu'elle sera heureuse et fructueuse. J'espère aussi. Je salue par l'occasion tous les téléspectateurs que je n'ai plus rencontrés pendant un certain bout de temps. L'université était en vacances et j'ai dû me déplacer aussi un peu. Revenu, je crois qu'on peut parler des problèmes aussi bien de la nation que du continent. Tout à fait. Le professeur Messanga Obama est un journaliste de formation. Il a passé plusieurs années du côté de la chaîne nationale avec des émissions à succès. 27 ans exactement. 27 ans, il me le rappelle. 27 ans du côté de la radio et de la télévision nationale. Il aborde plusieurs casquettes. Il est également anthropologue, enseignant d'université. Professeur Messanga, votre rapport nous sera précieux ce matin. Merci. En face de vous, nous allons accueillir une autre grande dame. Elle est homme politique et milite pour les idéaux de l'UNDP. Bonjour, honorable. Bonjour, parfait. Ici, je vous remercie déjà de m'inviter à ce panel encore une fois de plus. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je dis bonjour à tous mes militants de l'UNDP. Bonjour à mon président national. C'est un plaisir de partager aujourd'hui avec ces grandes personnes ce plateau. L'honorable Dova Wissa est donc justement membre de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. En particulier, dirige encore le ministre d'État Bello Bouba Magari. Merci d'être là, honorable. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille. Il commence à être un habitué des plateaux sur Info TV. Lui, c'est Antoine Awana. Antoine Awana, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos millions et millions de téléspectateurs à travers le monde. Je voudrais dire bonjour particulièrement à ma grand-mère qui se trouve dans mon petit village à Zangali. Vous savez la particularité de ce village. Zangali, c'est où? Zangali, c'est un petit village qui se retrouve au nord par un village où on cultive trop la canne à sucre. Et du côté de l'ouest, là où un prélat était dans l'eau.
Et maintenant, de l'autre côté, il y a beaucoup de singes et de chimpanzés. C'est au milieu, là où se trouve mon petit village. Vraiment particulier. Oui, là-bas, il n'y a ni eau, ni électricité. Les aveugles conduisent d'autres aveugles. Mais le village, la spécificité, c'est que les gens regardent quand même Info TV. Mais je ne sais par quelle alchimie ils regardent Info TV. Lorsque je l'ai dit, je voudrais vraiment vous prier et supplier de transmettre bonjour très républicain à votre PDG. C'est un monsieur très très particulier et avec une simplicité à New York pareille. Mettre un instrument comme Info TV à la disposition des Camerounais, je crois que c'est une bonne chose. Et enfin, je voudrais saluer ceux qui sont à la tête de cet État, dont nous allons vraiment faire, je ne vais pas dire une autopsie, mais nous allons quand même essayer de retracer l'histoire. Vous savez que l'histoire, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique. Un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas sa raison d'être. On va donc reconstituer l'histoire des institutions politiques et même des faits sociaux du Cameroun à partir de la session de M. Biya à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 jusqu'à date. On va essayer d'analyser des faits historiques saillants et pour enfin élaborer des problématiques qui vont permettre à la gouvernance et à la gouverne de nos téléspectateurs de se situer et d'être ce que le docteur Damjoya disait, il parlait de l'homme situé dans une situation aussi située. Très compliqué, hein, tout ça. Mais de toutes les façons, je préfère vous dire merci d'être là ce matin, tout en rappelant aux téléspectateurs que vous arborez également plusieurs casquettes. Vous êtes analyste politique, géostratège, mais également expert en matière de sécurité. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la première transition. Tous les dimanches, nous avons rendez-vous avec Jean-Bruno Efangono dans le cadre de son éditorial. L'éditorial. Bon dimanche Jean-Bruno Efangono et merci encore pour cet édito. Et il nous a rejoint, il est parmi nous ce matin. Il a effectivement confirmé sa présence, le professeur Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding. Bonjour professeur. Bonjour Parfait ici. Je voudrais aussi dire bonjour à tous les copanélistes de vol, Madame la députée Noah et tous ceux qui ont été conviés sur ce plateau. Et bonjour à tous vos téléspectateurs. Et c'est de tout cœur que je dis merci à votre direction générale, à vous-même, pour avoir pensé que je pouvais être encore sur ce plateau en débat en cette fin de matinée. Le professeur Pascal Msanga-Nyamding, il n'est plus à présenter. C'est un homme politique enseignant d'université. Il est politologue, mais également juriste. Il est maintenant l'auteur d'un dernier ouvrage, ouvrage intitulé « Paul Biya, manœuvrier et énigmatique, architecte du compromis communautaire camerounais ». Oui. Il s'agit de quoi, professeur? Écoutez, il s'agit d'un bilan de 40 ans d'exercice de pouvoir du président Paul Biya. Vous savez, du côté du secrétariat général du comité central, qui a cru qu'on pouvait exclure ceux qui veulent faire le bilan du président, j'ai voulu ici apporter une contribution forte qui était censée être faite par ceux qui occupent les appareils politiques du président et qui sont dans l'appareil administratif du chef de l'État. Je vous assure, Parfait ici, c'est un travail de 6 à 7 ans de recherche, de 20 chapitres. Vous savez, le quarantenaire arrive la semaine prochaine. Je mets au défi un seul intellectuel ou penseur qui ait fait un livre montrant et faisant le bilan de 40 ans de gouvernance de Paul Biya, comme ce livre de 20 chapitres que je vais présenter soit la semaine prochaine ou la semaine prochaine au grand public. J'ai réussi à présenter Paul Biya en 4 décennies. Et chaque décennie, j'ai montré par exemple, et je termine là, première décennie, le président est méfiant.
Je pense, professeur, comme c'est On en reparlera. inscrit à l'ordre du jour, ce serait mieux que vous reveniez je reviendrai là-dessus tout à l'heure de mais manière un peu plus sans approfondie. vous couper, Oui. c'est une révolution, un best-seller où je dis bien que je mets au défi quiconque, sauf ceux qui ont le mieux écrit pour le quarantenaire, vont rivaliser avec mon ouvrage. Mais je vous avoue, pour le grand public, chance à des critiques. Oui, à la critique aussi. De le dire. Oui, alors donc je restitue donc. Non, je peux. Vous êtes de ceux qui... Vous savez, je suis quelqu'un qui suis dans la méditation. N'oubliez pas que je suis un homme. Si je le dis, vous avez raison. En face c'est de par vous, rapport à une c'est le position. professeur Messanga Obama. Messanga Obama, qui est mon homonyme, d'ailleurs, que Voilà. je connais très bien. Il y a deux Messanga sur ce plateau Oui, ce et matin. qui est d'ailleurs aussi à l'institution IRIC, Tout à fait. qui a fait toute ma carrière. Donc je voudrais ici le rassurer que parfois l'intellectuel provoque. Vous êtes professeur et incite les autres à réagir. Donc cette position incitative est telle qu'aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler au grand public que franchement, ils sont gâtés en information. Merci beaucoup, professeur Messanga Yamding, d'être là. Je l'ai dit, il y a aussi le professeur Messanga Obama, deux professeurs, deux Messanga. J'espère que c'est pour le bien des téléspectateurs. On commence par le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de ce problème de la téléphonie mobile au Cameroun. La qualité du réseau, depuis plusieurs semaines, laisse à désirer. Et pour l'heure, on ne sait toujours pas ce qui fait problème. Je commence par vous, professeur Messanga Obama. Qu'est-ce qui ne va finalement plus avec le réseau téléphonique dans notre pays, que ce soit le simple réseau, que ce soit Internet, on ne comprend pratiquement plus rien. Les consommateurs sont aux abois. Oui, parfait. Ici, vous l'avez dit vous-même dans votre propos introductif que les opérateurs du secteur approchés par vos soins sont restés muets. Tout à fait. Bon, ce qui veut dire que techniquement, on ne peut pas avoir d'éléments à vous proposer si ceux qui sont dans l'action n'arrivent pas à parler. On ne peut que spéculer intellectuellement. Bien, ceci dit, le constat est fait par tout le monde. Un soir, j'arrive chez moi, je trouve mes enfants en train de s'appeler, disent, vous savez, dans leurs expressions, Orange Andem. Orange Andem. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est chacun qui appelle son ami. Donc, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils disent non, il y a des bonus à profusion. Donc, quand je prends ce fait pour lier au sujet, pour dire que j'ai l'impression que le phénomène semble échapper même à ces opérateurs. Donc, tout porte à croire qu'il y aurait quelque part un phénomène soit de piraterie, soit de, je ne sais pas, de technicité même du fonctionnement de ces opérations. Je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne peux pas imaginer un opérateur offrir sa communication aussi gracieusement à des usagers, abonnés ou pas abonnés. Il m'a semblé quand même que quelque chose échappe. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que maintenant, nous payons les pots cassés avec la mauvaise qualité du réseau? Et il me semble que si... Est-ce que ces problèmes sont liés? Il me semble... Enfin, je vous ai dit que, sur le plan de la technicité, je suis le mal outillé parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne peux spéculer ici que comme citoyen ordinaire, comme consommateur, comme celui qui regarde la scène se dérouler au plan social. Donc, je me suis dit... S'il y a des éléments qui échappent à ces opérateurs, il est tout à fait logique de concevoir que c'est la technologie qui elle-même n'est pas maîtrisable. Et si elle n'est pas maîtrisable, on peut imaginer logiquement aussi que la communication, que le service offert soit quelque peu insatisfaisant. Tout à fait. C'est du moins, pour ce premier geste, ce que je peux dire à ce sujet comme observateur. Merci beaucoup. On prend l'avis également d'Antoine Awonan sur ce premier sujet. Antoine, lorsque nous faisons quand même des recherches, nous nous rendons compte que ces sociétés au Cameroun, que ce soit MTN ou bien Orange, ce sont des sociétés qui font des bénéfices colossaux. Entre-temps, le consommateur, que vous et moi nous sommes, nous n'avons pas une satisfaction au niveau de la qualité. Oui, pas du tout. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de dire, d'accueillir et de dire un bonjour à mon neveu,
C'est mon neveu, le professeur Messanga. Ça fait depuis 2007. La mère du professeur Messanga était étonnée. Tout à fait. Elle n'est pas Elle n'est pas encore. C'est vraiment mon neveu avec toutes les implications au niveau de la famille. Frère Marimbida. Merci Alors, beaucoup. lui et moi, on a débattu pour la dernière fois en 2017. Tout à fait, c'est très vrai. Voilà, l'approche des élections présidentielles. Oui, et une parenthèse, je voudrais préciser que ma grand-mère maternelle est d'Arala, à Bonbon Viena. Et c'est le père à ma mère qui est étonné. Ouais. Donc ça veut dire que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le sang, je suis Ewondo Diumfundi. Parce qu'elle est Vous Edouard. voulez également revendiquer les choses dans le fond Non, j'ai des droits. Je suis. Et attendez, ça vous couper, c'est une bonne parenthèse anthropologique. Ouais. Mais le mocal, et ce que vous ne savez pas, j'ai des droits chez les Bétis. Oui. Plus sacré que chez les Sawa, C'est où est compris. chez mon père. C'est compris. Ah oui, les gens ne le savent pas. On va pas ce débat. Antoine, on va en parler un jour. C'est même pas un débat, c'est juste C'est un fait. C'est une réalité. Voilà, une réalité objective. Alors, lorsque je l'ai dit, je vais maintenant revenir sur votre question. Le problème, c'est vrai. C'est vrai que ces opérateurs-là font des bénéfices énormes au détriment du pauvre consommateurs et autres. Mais ce que je voudrais faire signaler ici, c'est que ce soit MTN, que ce soit Orange, que ce soit Nextel, ces opérateurs-là, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. MTN, c'est sud-africain. Orange, c'est français. Nextel, c'est turc. Alors, où est donc la souveraineté de la communication du Cameroun? Il y a Camtel. Camtel a vendu ces histoires-là à MTN. Ça, c'est une révélation. Camtel n'a rien. Camtel est là juste pour distribuer le signal et autres. Mais l'exploitation revient en partie aux opérateurs étrangers. Alors, les trois opérateurs se livrent dans ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Bon, peut-être le terme, il est un peu plus fort sur le plan juridique, mais c'est une réalité objective. Quand il y a donc cette concurrence-là, c'est chacun qui voudrait prendre ce qu'on appelle le leadership. Et ceux qui en pâtissent, ce sont des consommateurs. Et on verra donc les implications au niveau sécuritaire. Vous voyez un peu, c'est très dangereux, parce que quand on observe l'exploitation de cette téléphonie mobile par rapport aux consommateurs camerounais, mais ça va dans tous les sens. Peut-être au deuxième jet de la parole et tout ça, je pourrais essayer un peu de montrer les conséquences sur le plan sécuritaire, d'abord au niveau social, au niveau sanitaire, et puis maintenant au niveau même du secret de la communication. Parce que quand un État n'a pas la même mise sur les communications, c'est pas la peine. On prendra des exemples au Zaïre, l'ex-Zaïre. Toutes les communications passaient par la Belgique. Alors pour partir au bout du pouvoir, c'était pas difficile. Et actuellement, il y a un autre type de communication qu'on appelle le roaming. Et là, c'est très grave. Le roaming, c'est quoi? C'est l'itinérance. Vous voyez, vous êtes à Washington, vous utilisez le réseau de là-bas. Vous prenez ce réseau-là automatiquement. Tout ce que vous allez faire comme communication, c'est intercepté de l'autre côté. Vous n'avez plus de secret, vous n'avez plus rien. Alors s'il faut faire un coup d'État, c'est très facile. Et l'utilisation aussi, au niveau, prenons le cas des problèmes des séparatistes au nord-ouest. L'argent venait comment? Orange Money, Mobile Money, c'est à travers ces téléphonie mobiles-là. Ça continue à ça venir continue actuellement, ça passe par l'Afrique du Sud et ça se retrouve là-bas. Ces gars se retrouvent dernièrement, nos petits, quand on a démantelé ces ateliers rudimentés de fabrication des engins explosifs improvisés, ils se retrouvent avec 30 millions de francs CFA dans sa poche. On ne sait pas par quelle alchimie il a eu cet argent dans les forêts du Congo. Voilà, effectivement. Donc, c'est très compliqué, parfait. Vous pensez que c'est plus profond que ce que nous voyons? Mais oui, ce que vous voyez là, c'est superficiel, c'est du cosmétique, mais la réalité est autre. Quand nous allons, je prends un cas aussi, par anticipation avec votre permission, vous ne m'avez jamais rien refusé, je prends au niveau de la sécurité, de la santé. Vous savez que les téléphones ne sont pas fabriqués à base de quoi? À base du coltan.
Et à partir du coltan, on a ce qu'on appelle des nanoparticules. Je ne fais pas un cours de physique nucléaire ici. Il y a des professeurs qui sont à côté de moi. Mais à partir des nanoparticules. Lorsque vous mettez votre téléphone au niveau de l'oreille, ça impacte le cerveau parce que vous avez des rayonnements ionisants. Mais malheureusement, au Cameroun, le port du dosimètre est battu en brèche. Vous ne trouvez jamais ça dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Mais c'est le pauvre consommateur qui a des problèmes. Il va commencer à développer la surdité, doucement, doucement, doucement. Et puis, il peut se retrouver avec des tumeurs cérébrales. Merci. C'est dangereux. C'est compris. Professeur Messanka Nyamding, nous le constatons donc au Cameroun, notre communication pratiquement est contrôlée par les étrangers. Est-ce qu'au niveau justement de ce Cameroun-là, nous nous rendons pas compte que c'est un énorme préjudice qui peut être causé s'il ne l'est pas déjà? Bon, alors, vous savez que moi j'ai toujours été clair. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Mais que ceux qui nous écoutent, comme il a dit avant moi d'ailleurs, prennent très au sérieux ce que nous sommes en train de décliner ici. Ah oui. Dans les années 90, j'ai publié à la revue française du LAJP, le bulletin des légions numéro 19, un article intitulé « La question de légitimité de l'État en tant que forme de pouvoir en Afrique ». Et je montrais que la légitimité repose sur la maîtrise d'un certain nombre d'instruments. L'eau, l'énergie, la communication, etc. Alors, ce qui se passe là, ce ne sont pas des incidents. Au regard de cet article que j'ai écrit il y a près de 30 ans, numéro 19 du bulletin de liaison du LAGP, ce qui se passe là, c'est un ballon d'essai. Ah bon? Le Cameroun, écoutez, et dedans, en 90, il y a 30 ans, c'est là où j'ai parlé pour la première fois, dans une revue scientifique, du coup d'État scientifique. J'ai démontré que le coup d'État scientifique, c'est un mode de comportement mené par ceux qui ont le pouvoir de décider, qui mettent en mal le gouvernant à l'effet de prendre le pouvoir sans armes. Donc, à partir de là, ce qui se passe là est voulu. Et pour deux raisons. Un, il pose un problème économique. Imaginez-vous un temps ça peut. Je vous donne une figure de style. C'est pourquoi c'est pas mal d'inviter souvent des experts. Si nous sortons d'ici, Mobile Money, Orange Money arrêtent leurs activités. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de Camerounais vont aller dans la rue, pleurnicher et dire qu'ils veulent leur argent? Faisons, c'est une figure de style. Vous imaginez donc que économiquement, ils nous tiennent. Et ça a été voulu comme ça pour contrôler le Cameroun dans le golfe de Guinée. Et vous vous dites non, la communication pas. Non, c'est pas la communication ne passe pas mal. Ce sont des ballots d'essai à l'effet de voir l'impact d'une telle neutralisation des Camerounais. En réalité, professeur, quelqu'un vous dira que vous voyez les problèmes politiques partout. Je suis politologue. Mon rôle, j'ai choisi un mauvais métier. Vous savez ce que c'est qu'un politologue? Le métier de politologue, lorsque moi je faisais l'INALCO et Sciences Po et la Sorbonne, mon rôle est de consolider un système ou de déconstruire un système. Ça veut dire que j'ai choisi quel pan? J'ai choisi de consolider le système en anticipant. Vous voyez que quand vous voyez les guerres dans le monde, où vous voyez les pays stables, c'est parce qu'ils ont eu des bons scientifiques qui ont prévenu. Dites-moi une seule chose. Sur les 50 coups d'état scientifiques, en 40 ans que je demande dans mon livre, qui soient fausses. Mais regardez le Cameroun. Regardez l'état du Cameroun. Je ne vais pas revenir là et je vais chuter sur la question que vous m'avez posée. Oui. Un, l'impact est économique. Et il peut être violent. Deuxième, et je termine là. L'impact de ce que vous voyez là pose un problème de liberté au Cameroun. La liberté de communiquer. La liberté de faire le e-commerce. Vous avez aujourd'hui des personnes qui mènent des transactions commerciales à travers le téléphone mobile. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, un partenaire qui se trouve à Singapour et qui fait son e-commerce ou qui met des transactions avec une entreprise de construction ou par vidéo. Vous savez de meilleurs yeux que moi. Ils veulent voir comment le chantier évolue. Mais c'est de la nouvelle technologie, c'est le numérique.
Alors, lorsqu'il n'est plus stable, ça veut dire tout simplement que ce pays est politiquement vulnérable et économiquement un pays à risque. Merci beaucoup. Oui, en quelques secondes. Je voudrais ajouter n'est pas là pour le décor. Oui, je sais. Honorable, permettez, je voudrais ajouter un peu de l'eau au professeur Messanga. Ouais. Que quand ces gens communiquent, je prends le cas de Boko Haram. C'est un cas que je connais très bien et qui me concerne. Lorsque ces djihadistes communiquent, ils créent ce qu'on appelle une fréquence neutre. Ça commence donc à perturber le réseau. Bravo. Je me souviens, lorsque j'ai démasqué le message codé de Boko Haram, c'était là, Abba, le visiteur est enfin chez lui. Quelques minutes après, il y a eu le premier bombardement de Maroua. Et toute la fréquence était neutre jusqu'à la poste centrale. C'est vrai. Jusqu'à la poste centrale ici, j'ai décodé ce message-là. Abba, le visiteur est enfin chez lui. La fréquence était neutre. Et vous voyez que à partir de la poste centrale, les sapeurs-pompiers de Nimbouman, aux environs de la présidence, toutes les communications étaient brouillées. Parce qu'ils étaient en train de communiquer en faisant donc en créant une fréquence neutre. Donc c'est dangereux ce que le professeur, j'appuie donc par rapport à ce que le professeur était en train de dire, il n'y a pas de souveraineté. Si vous n'avez pas l'eau a été privatisée au Cameroun, la CDE a pris ça. Si vous n'avez pas l'électricité, vous avez une regardez maintenant, nous sommes en train de souffrir. Il fait chaud ici parce qu'on a coupé l'électricité. Nous n'en avons pas. Si vous n'avez pas de communication, vous n'êtes pas en état. Il faut justement dire qu'il n'y a pas de lumière. Et voilà. Et là, tout cela renvoie à quoi? Le professeur a parlé de manière succincte. Moi, je vais aller plus loin. C'est à cause des 11 accords secrets que les Français nous ont fait signer dans les années 50. On en reparlera un autre jour. Hein. Donc, j'étais en train de faire comprendre qu'il n'y a justement pas d'électricité au quartier Foulane et certainement dans plusieurs quartiers également à Yaoundé. Depuis 6 heures du matin, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas si on va atteindre l'émergence avec ce fonctionnement. Je passe la parole à l'honorable. Alors, madame, vous êtes également victime de ces problèmes de réseau, de téléphone. Certains intervenants sur ce plateau pensent qu'il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. Tout à fait, je suis parfait. On ne doit pas prendre cette affaire à la légère. Je veux terre à terre. Parce que le problème de la téléphonie mobile est devenu un problème crucial aujourd'hui, un problème social. Mais ce qui est bizarre, personne n'en parle. On se plaint chacun dans sa chambre, on se dit oui, le réseau là, ça ne donne pas, ça ne machin. Tu veux pas, il y a souvent, tu passes toute une journée, tu ne communiques pas, alors qu'on est déjà habitué à cet outil. Lorsque quelqu'un arrive à vous avoir, il vous dit qu'il vous appelle depuis hier soir. Depuis hier soir, ça ne passe pas. Peut-être il y a une urgence, ça ne passe pas. Je prends l'exemple dans le nord, chez moi à Guidère. Dès qu'il y a coupure d'électricité comme ça, il n'y a pas de réseau. Tous les réseaux sont partis. Et quand c'est le week-end, ça va revenir seulement quand la lumière sera là. Parce que tous leurs pylônes qui devaient avoir le gasoil, le relais immédiat, n'est pas fait. Donc, et en plus de ça, nous avons, quand je dis personne n'en parle, nous avons les associations de protection des consommateurs. Ils n'en disent rien. Certaines associations sont complices. Hein. Ils n'en disent rien. Et en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette téléphonie mobile qui bénéficie, qui s'enrichit au dos des Camerounais. On fait des efforts à ce que cet outil soit mal pris. Parce que, honorable, à un moment donné, relance, hein, vous dites qu'ils font des bénéfices sur le dos des Camerounais. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau, je pense en début de semaine, et qui a fait une arithmétique rapide. Il nous a démontré que Orange, pour l'instant, c'est dans les 12 millions d'abonnés. MTN, c'est 11 millions et demi d'abonnés. Il nous dit, prenez un exemple, aux 12 millions d'abonnés, mettre un crédit de 1000 francs par jour. Ça peut faire combien en termes de... Ça fait 12 milliards en une journée. Ouais. Donc, quand il a fait cette arithmétique, j'ai commencé à avoir fraude. Oui.
Et imaginez Bravo, qu'avec tout ce qu'ils engrangent comme argent, ces gens ont décidé de ne plus utiliser la fibre optique dans certaines zones, sous prétexte que la fibre optique leur coûte cher. Voilà ce qu'ils engrangent comme argent. Mais ils se disent que dans la partie septentrionale, nous, on ne bénéficie pas parce qu'on leur donne le crédit de 100 francs, 1 heure 30 minutes pour 100 francs, et donc la fibre optique, ça ne vaut pas la peine. Pour que tu communiques fluidement dans le nord, c'est mieux d'avoir, comme on appelle le choronko. Donc, vous rentrez, ça veut dire que, comme il n'y a plus de fibre optique, vous repartez 20 ans en arrière. Vous repartez 20 ans en arrière. Merci. Donc, et ça, c'est un élément où, comme on le dit, ils appellent à nous contrôler. Et c'est très dangereux. Il faudrait que l'ART, le gouvernement, regarde d'un très bon œil cette affaire. Parce que un matin, on peut être en danger, il n'y a plus de communication, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà habitué à cet outil. On ne cherche plus autre chose. À l'époque, on avait notre téléphone arabe. Dès que pam, tu ne savais même pas comment tout le monde était au courant. Mais il y avait une autre manière de se communiquer. Mais maintenant, on est habitué, on est déjà devenu esclave de cet outil. Et on nous le prive. Tu restes toute une matinée, tu ne reçois aucun appel. Tu appelles, ça ne passe pas. Il n'y a pas la connexion Internet. Ou bien quand tu es en train de communiquer, ça se coupe, ou bien ça se brouille. Il y a un bruit. Vous ne vous entendez plus. Donc, moi, j'interpelle vraiment le gouvernement, l'ART, l'Agence de régularisation, qu'ils puissent vraiment revoir cet aspect-là. Parce que notre communication est en train de battre de l'aile à travers ces outils-là. Merci beaucoup. Et puis, parfois, une seconde, elle a dit quand vous nous invitez aussi, nous qui sommes les scientifiques, nous accompagnons des brillantes analyses comme celle-là, en précisant, parce que dans notre sociologie politique locale, le Choronko, c'est un téléphone qui n'est pas Android. C'est tout ce que je voulais apporter comme précision. Merci. Professeur Msanga Obama, il faut donc le noter, le réseau des téléphones au Cameroun, ça va dans tous les sens. Le gouvernement de la République apparemment ne frappe pas la main sur la table pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de service. En face, les sociétés de téléphonie mobile apparemment brillent par un silence suspect. Que fait le consommateur? Bien, alors je dirais que le gouvernement aurait du mal à frapper la main sur la table parce qu'il se ferait mal. Ah bon? Oui, tellement il lui faudrait faire ce geste sur presque tout. Alors, c'est pour cela que j'étais d'accord avec le professeur Msanga Mondomodim quand il a cité les éléments de souveraineté, il a cité l'eau, il a cité l'énergie, il a cité la communication. Si je m'en tiens seulement à ça, parce qu'on pourrait ajouter d'autres choses, vous voyez que le Cameroun a mal en tout ça. Mais le Cameroun est stable. Bon, alors, je me pose des questions. Si tant est que la souveraineté de l'État tient en ces éléments qui eux-mêmes sont déjà fragilisés, qui sont... sur quoi tient donc notre souveraineté? Sur quoi tient l'État? Alors, je pose cette question pour revenir à quelque chose. Peut-être que c'est là où on entre vraiment dans la logique du débat. La tendance était déjà un peu trop consensuelle. Pour que je m'en accommode. Alors, je dis, la logique du coup d'État scientifique, elle me participe d'un autre mode de fonctionnement de notre État lui-même. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, par rapport à d'autres États, vous savez, on peut faire des projections, on peut faire de la prospective, on peut analyser sur le plan sociologique, sur le plan politique, on peut voir des choses. C'est l'opacité absolue. Et c'est peut-être là que mon homonyme parle de manœuvrier en parlant du président de la République, parce que là, il est seul à savoir quels éléments il peut mobiliser pour faire fonctionner la vie publique. Bien, mais quand vous lisez Michel Crozier, l'Aster et le système, les acteurs ne sont pas aussi passifs qu'on l'imagine. Eux aussi, ils cherchent des moyens pour manœuvrer le manœuvrier, si vous voulez que je parle ici. Donc, à ce moment,
la logique du coup d'état scientifique, et c'est peut-être là où je vais heurter mon normal. Merci. rentre en jeu. C'est-à-dire quoi? Effrayer celui qui manœuvre pour qu'il prenne conscience de ce que nous sommes, ce que les uns et les autres sont. Et chaque fois, on lui brandit cette affaire-là. J'ai discuté avec un ami militaire, Pouchité, qui dit, lorsqu'il y a, important quand le président se déplace, il y a une forte agitation, on bouscule les civils. J'ai dit, quel est le civil qui menace la sécurité du chef de l'État? Il n'y en a aucun. Même si vous le détestez cordialement, qu'est-ce que vous pouvez faire, M. Ayessi? Rien du tout. Mais alors, celui qui a une action véritablement menaçante, c'est celui qui porte l'arme. Donc ça se passe entre eux. Mais pour faire fonctionner les services, pour faire financer les services, on va vous dire, il y a menace, il y a menace. La menace ne viendra jamais des civils. Non, la menace ne vient pas des civils, la menace vient de ceux qui estiment que ils doivent être financés pour éviter la menace. Donc, la logique du coup d'état scientifique participe de cette manière aussi, si vous permettez, de terroriser. Merci. C'est ce qu'il fallait dire au niveau de... Nous avons beaucoup de sujets ce matin, professeur. Non, c'est vraiment en quelques secondes. Nous sommes ici pour les téléspectateurs. Tout à fait. Qui, lorsqu'on aborde certains pans de certains sujets de la société, ils sont séduits. Et vous appréciez parce que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Le manœuvrier. Le manœuvrier. C'est vous. Et c'est vous qui pouvez amener les téléspectateurs à aimer davantage votre émission. Alors, il pose juste une question centrale. Celle justement des civils, qui est au centre des préoccupations de ce que je démontre. Je ne veux pas aller loin. Je vous convie, homonyme, Bombo, allez lire l'ouvrage de Fanny Pigeot, qui vous parle du G11 et les positions que le G11 a posées comme acte, puisqu'aujourd'hui on parle même du G 2025. Sans le défendre, on peut l'expliquer. Permettez-moi, je donne la réponse du danger des civils. Nous sommes ici sur un plateau de télévision. Vous êtes mieux placé que nous pour nous dire l'impact de la communication auprès des gouvernés. Tout à fait. Et sur ce point, j'appelle votre attention. Citez-moi un seul Camerounais aujourd'hui qui soit satisfait des promotions dans l'administration. Justement, on en viendra. Je vous parle le temps d'en on en parle tout à l'heure. Le temps est tellement court qu'il faut faire spontanément, je vais vite en vous démontrant que, mais lorsque vous occupez une fonction de pouvoir et de décision, mais vous êtes plus dangereux que celui qui a l'arme. Lorsque vous constituez autour de vous des équipes de coquins, de copains, de réseaux pour gouverner, mais vous incitez à un soulèvement. Le coup d'État en sciences politiques, mais il n'est pas seulement militaire. Le coup d'État aujourd'hui, d'ailleurs quand vous voyez Kabila, d'ailleurs c'est vous qui en avez parlé je crois avant nous, il n'est pas un militaire. Donc c'est vous, ou Kagame, il n'est pas un militaire, ou mon souvenir. Donc à un moment donné, je vous démontre que lorsque vous occupez les fonctions de pouvoir et de décision, vous pouvez affaiblir un État et inciter les gouvernés à se soulever. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire pour ce qui est du premier sujet. Le temps de prendre un verre d'eau. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Après ma réussite au baccalauréat,
J'ai rêvé d'étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue de par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience dans les pays développés et sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes. Population de Yaoundé et ses environs, à l'occasion de ces 30 années d'expérience consacrées à la formation hôtelière, à l'insertion des jeunes, à la lutte contre le chômage et à l'auto-emploi, le groupe Sephore Hôtellerie ouvre ses portes à Yaoundé, Kouaban, 10e arrêt pour le compte de l'année académique 2022-2023. Nos filières, cuisine internationale, bar-restaurant, gestion hôtelière et management hôtelier, cuisine afro-camerounaise, cuisine diététique, gérant de restaurant, boulangerie-pâtisserie, décoration événementielle et traiteur, réceptionnaire et maître d'hôtel et bien d'autres. Toutes nos filières sont adaptées aux besoins de l'hôtellerie camerounaise et zone CEMAC. Groupe Sephore Hôtellerie, une école, un métier, un avenir. Contact 690 96 10 21 695 18 85 39 693 48 53 29 699 62 44 00. L'Afrique vous offre la pureté de ses essences à travers les produits Calive africaine 100% naturels. Retrouvez le bien-être de votre organisme dans les gélules en poudre pour le renforcement et la protection de vos cellules. L'immunité de vos cellules, l'alimentation de votre corps, la longévité de votre système, la protection cardiaque. Aviez-vous déjà entendu parler de ce produit qui détruit à la racine les maladies, les microbes, virus et champignons? Ce produit qui permet de retrouver la santé instantanée quel que soit votre mal, eh bien c'est Calive africaine de Maman Monique, la santé qui vous rassure. Ce produit intègre chaque cellule, organe et tissu en 30 minutes. La force du Calive africaine est sa capacité de nettoyage rapide. Fini les maladies telles que les sciatiques, prostate, l'estomac, les myomes, kystes, fibromes, les maladies des os et des yeux. Fini les faiblesses sexuelles, le diabète, les chutes de cheveux, la calvitie, le mal de dents et les maladies de la peau. Faites confiance aux gélules Calive africaines avec plus de 16 000 antioxydants et phytonutriments naturels bons pour tout système. Vous avez en bonus votre gamme de soins corporels tout type de peau pour le traitement de vos imperfections. Retrouvez Calive africaine au lieu dit Entrée lycée des Foulanes. Contact 6 94 73 72 34 6 77 17 46 22 6 96 27 93 03 6 50 88 08 99. La santé qui nous rassure, c'est avec Calive africaine. Bon retour sur le plateau de Libre Expression et nous prenons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous vous le disions en ouverture, les Camerounais vivant en Guinée équatoriale sont expulsés par l'État équato-guinéen depuis quelques jours déjà. Ça va également dans tous les sens de ce côté. On a également eu des informations selon lesquelles Etoudi a donné un certain nombre d'instructions au consul pour faire rapatrier ceux des Camerounais désireux retrouver justement leur terre patrie. Entre-temps, cela ne semble véritablement pas bouger du côté de la Guinée équatoriale. On parle de 125 millions qui auraient été débloqués, mais l'argent resterait encore au niveau des papiers. Je passe d'abord la parole à Antoine Awonon. Antoine Awonon, ça devient récurrent. Les Équato-Guinéens qui expulsent les Camerounais dans une violence et une brutalité par moment inouïe.
Comment vous expliquez ce phénomène au moment où nous parlons pourtant de la libre circulation des personnes et de leurs biens en zone CEMAC? Oui, c'est regrettable. Et ça devient récurrent. C'est depuis 2016. 2016, on expulse des Camerounais. 2017, on expulse encore des Camerounais. Ça me fait mal au cœur. Parce que quand on expulse ces gens avec une brutalité inouïe, du côté de Yaoundé, c'est le silence radieux. Voyez-vous, parfait, ça ne sert à rien d'envoyer 125 millions ou 400 milliards, tout ce que vous voulez, pour rapatrier des Camerounais qui vous le veulent, alors que les biens sont arrachés. Tout à fait. L'intégrité physique des Camerounais est violée. Les Camerounais sont jetés dans des commissariats, les cellules des commissariats comme des souris. Ils sont tabassés. Il y a eu un témoignage vibrant d'un Camerounais, businessman là-bas. Il faisait ses affaires. Sa fortune était estimée à 15 millions de francs CFA. Alors, la police est arrivée dans son domicile. On lui demande de présenter des justificatifs par rapport à ce qu'il a comme fortune. Il les a présentés. On l'a amené dans une microfinance où était logé son argent. Il arrive, on vérifie qu'effectivement c'est l'argent des business. Les policiers équato-guinéens, ils ont pris cet argent. Incroyable. On l'a foutu dans une cellule où il a passé 3 mois. Et après les 3 mois, on le prend, on vient le jeter à Kiossi. On lui demande donc de rentrer à Yaoundé à pied. Quand il arrive ici, vraiment, il est à pied. Il est parti de Kiossi. Il suit ce que j'ai dit. Il a fait un grand témoignage par rapport à tout cela. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a des élections en Guinée équatoriale, on expulse des Camerounais. On se pose donc une question sociologique. En quoi est-ce que les Camerounais constituent un danger pour des élections en Guinée équatoriale? Actuellement, il y a une présidentielle en vue. Tout à fait. Voilà. Donc, on expulse des Camerounais. Autre chose, en 2017, j'aime toujours révéler ce fait. La Guinée équatoriale constitue ce qu'on appelle une systématicité de la xénophobie. La xénophobie n'est pas fort. Il n'est pas très fort, c'est un mot bien calé, au regard des faits. Ou bien, lui-même en personne, il dit aux Équato-Guinéens, lorsque vous avez rencontré un étranger, tu lui dis Buenos dias. C'est la langue officielle de la Guinée équatoriale, l'espagnol. S'il ne répond pas, tu lui dis Oveyambolo, ça c'est le fan. Tu lui dis bonjour. Tu lui dis bonjour. S'il ne répond pas toujours, au Kalenya policier. Tu l'amènes à la police. Tu l'amènes à la police. Parce qu'il n'a ni répondu en espagnol, ni en fan, qui est la langue presque des langues officielles, en béti. Voilà. Et après, la conclusion, au Kalenya policier. Tu l'amènes à la police. Les citoyens. Je vous assure, je ne sais pas pourquoi Obiang a peur des Camerounais. Et je ne sais pas quelle est la menace. Parce qu'il fait ce qu'on appelle là-bas le diplomatiquement correct. Quand il veut expulser les Camerounais, il prend quelques Nigérians, il associe, il prend quelques Gabonais, il associe, mais l'expulsion, ils sont visés. Ils sont visés là-bas en Guinée équatoriale. Vous allez chuter. Au regard de tout ce qui se passe là-bas, c'est le Cameroun quand même qui a fait de la Guinée équatoriale ce qu'elle est. En termes de main-d'œuvre. On a conçu la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens n'ont pas l'expertise, entre guillemets, mais ce sont les Camerounais qui sont allés travailler là-bas, des manœuvres jusqu'aux ouvriers qualifiés. Merci beaucoup. Autre chose, parce que je vais chuter aussi, autre chose, c'est que sur le plan sécuritaire, je crois quand même que le Cameroun a sauvé la Guinée équatoriale d'un coup d'État. La police camerounaise a intercepté ces mercenaires qui allaient là-bas pour aller égorger Obiang. Il faut regarder tout cela. Au niveau, il y a eu dernièrement, le général Mekaya allait résoudre le problème du mur de la frontière
Les gens ont qualifié tout ça du mur de la honte. Toujours la Guinée équatoriale. Mais que fait le Cameroun? La diplomatie camerounaise, elle est moribonde. Silence radieux. On ne fait rien. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est demander à M. Biya d'envoyer des millions qu'on va encore détourner. Parce que rien n'arrivera là-bas aux citoyens camerounais. Professeur Msanga Nyamdi, ça tombe bien, vous qui êtes politologue. Est-ce qu'on n'avait pas spécialiste en relations internationales? Très bien. Est-ce qu'on n'avait pas de ce côté ce qu'on appelle le rapport de force au niveau justement des États? Lorsque vous voyez par exemple les États-Unis agir à travers le monde, les États-Unis ne mettent pas en exergue leur puissance. Le Cameroun, on aime bien le dire, c'est le géant au niveau de la zone CEMAC. Quel est ce géant qui est maltraité, malmené par un moustique? Non, en matière de relations interétatiques, il n'y a pas de moustique. Il y a ce qu'on appelle la puissance et la stabilité. Vous savez, la puissance, hein, les 4 éléments de la puissance est démographique, elle est économique, elle est également culturelle, et puis il y a un dernier élément, elle est militaire. Donc, il faut voir que lorsque vous intégrez ces 4 éléments objectifs de la puissance, c'est aujourd'hui le pan qui encadre et qui domine les autres, c'est la dimension économique. Et il faut donc à partir de là analyser ce qui se passe entre le Cameroun et la Guinée avec beaucoup de prudence pour 2 raisons. La première raison, c'est que un État en matière de relations internationales est jugé à partir de ce que les politologues américains appellent linkage politique. Le linkage, c'est le lien qu'on établit entre la politique interne d'un État pour l'apprécier à l'échelle internationale, c'est-à-dire en dehors de ses frontières. Or, vous allez voir que en regardant ce link politique, la Guinée s'est rendue compte que nous sommes un État laxiste qui n'accorde pas beaucoup d'importance à la protection de nos nationaux. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Guinée ne peut pas se passer au Congo, même avec le petit Tchad, parce qu'il y aura une réaction. Donc, c'est ce link le néocolonialisme, une expression que je n'aime pas trop, mais ils oublient ce qu'on a appelé l'Afrique précoloniale. Quand vous allez chercher dans ce pan de la construction de l'État en Afrique, c'est-à-dire l'Afrique précoloniale, il y avait des empires. Le Cameroun, par exemple, très peu de gens savent, et je termine là-dessus, que nous avions 4 aires culturelles avant la colonisation allemande. On avait le Bétiland, qui partait de la Guinée équatoriale actuelle, dont Mongomo, c'est là où je voulais en venir. Le village actuel du président, Obiang est camerounais. Quand on prend le Cameroun précolonial, qui prenait une partie du Gabon à partir des Bitam et entrait et revenait dans les actuelles régions du centre, du sud et de l'est, c'était le Bétiland. On avait le Sawaland, on avait le Grasfiesland, sans le Noun qui partait des portes de Banganté jusqu'au nord-ouest, et puis on avait le Sao Saheland du côté qui partait du Noun jusqu'à Kousseri. Donc à partir de là, je pense que le président Obiang fait une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun a des problèmes avec ses citoyens. Quand vous êtes un pays qui n'offrait pas économiquement, et je termine là, une qualité de vie à vos citoyens, les Camerounais sont devenus des mendiants. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les Camerounais vont se battre pour survivre, même au Tchad, en République centrafricaine, et au Congo, et ailleurs. Donc il y a une image aujourd'hui en Europe. Moi qui suis, je ne le cache pas, un Camerounais de la diaspora, j'assume toujours ce statut. L'image qu'on a, par exemple, de la femme camerounaise en Allemagne, en Belgique et ailleurs, c'est la prostituée numéro 1 en Afrique. Donc ça veut dire quoi? À partir une très mauvaise image. Même en Guinée, moi j'ai des amis, l'ancien conseiller diplomatique de monsieur du président Bongo, Ali Bongo, c'est mon camarade de classe, je l'ai dit, Guy Rosatanga, qui est mon camarade de la Sorbonne. Alors un jour, je me promène au Gabon, je vais rendre visite à mes amis, les Magnagnas qui sont devenus des ministres et bien d'autres. Alors ils me disent, écoute Pascal, on va t'amener visiter un quartier. Au Gabon, ils me suivent, qu'on appelle Paul Biya. C'est le quartier des prostituées. Incroyable. Je vous dis, avec le nom du président, avec le nom du président Paul Biya. Mais pourquoi ils font ça? Non, tout simplement parce que notre pays n'offre plus à ses citoyens la qualité de vie.
Vous dites qu'au Gabon, il y a un quartier qui est appelé Paul Biya. C'est le quartier des prostituées. Mais écoutez, vérifiez, c'est ça, je vous dis. Dangereux. Non, écoutez, je suis... Est-ce que ça ne peut pas créer un incident diplomatique? Non, ce sont les Gabonais, c'est populaire. C'est quelque chose qui a été constaté. Donc, à partir du moment où... Et là, je défends nos compatriotes qui vont se chercher ailleurs. Nous ne leur offrons plus la qualité de vie ici. Nous sommes responsables de ce qui arrive à nos compatriotes en Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Professeur Messanga Obama, si le Cameroun offrait des facilités à ses populations, à ses citoyens, certainement que nous serons plus ridiculisés de l'autre côté. Et depuis que nous sommes ridiculisés, par exemple, en Guinée équatoriale, est-ce que vous avez eu l'impression que l'ordre gouvernant camerounais a pris le problème à bras le corps? Justement, vous savez, dans le premier sujet, je vous ai dit, quand on a compté les éléments de souveraineté, je vous ai dit que malheureusement, le Cameroun avait mal à l'intérieur à ses piliers de souveraineté. Bien, maintenant, si vous sortez, si vous avancez, et j'ai l'impression qu'on est déjà en train de mettre les pieds sur ce qu'on a à dire sur le deuxième sujet, le dernier. Très rapidement, je vais dire ceci. Vous avez pris un très bel exemple entre les États-Unis et ses voisins. Tout à fait. Bien, vous ne verrez pas un problème d'émigrés entre les États-Unis et le Canada. Le problème des émigrés entre les États-Unis, c'est avec le Mexique. Hein? Donc, c'est la frontière sud des États-Unis qui pose problème avec les migrants, avec des gens qui posent problème. C'est parce que c'est la pauvreté de là-bas. Et les gens partent de la pauvreté pour venir vers le mastodonte, vers le leader. Bien, nous sommes leaders, mais c'est nous qui avons des problèmes au Gabon. C'est nous qui avons des problèmes en Centrafrique. C'est nous qui avons des problèmes partout où les Camerounais se trouvent. Bien, à ce moment-là... Et bientôt au Rwanda, à Bombo. Oui, et c'est la fibre anthropologique qui remonte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut opposer les cultures. Quelle est la culture que nous amenons là où nous allons? Bon, parce que, je le dis très très rapidement comme ça, là, j'ai un ami qui est de Lamzé. Vous savez, au Lamzé, c'est presque la Guinée équatoriale. Ils ont les mêmes familles. Bien sûr. Il me dit, avant le pétrole, les Équato-Guinéens, c'était des gens très communautaristes. Quelqu'un pouvait venir de sa paye avec son salaire. Il le pose devant la table du bar. Il va s'asseoir, il boit. Il s'enivre, il tombe dans le sommeil, il rentre chez lui. Et le lendemain, il revient, dit, je suis venu ici boire, j'ai été sous, je suis rentré. Le barman va sortir l'argent. Il va dire, tu as bu pourtant, et voici le reste de ton argent, il part. Il dit, bon, ils ont vécu. Mais à partir du pétrole, quand le pétrole est arrivé chez eux et que les Camerounais sont allés là-bas, non, ce n'est pas eux qui sont zélés. Ils sont devenus des voleurs. Quand les Camerounais sont entrés là-bas, c'est les Camerounais qui ont commencé à faire le ménage sur les tables des gens qui buvaient et qui pouvaient s'enivrer. Bien sûr. Des fémènes. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire prendre de leur argent et rentrer sans plus. Donc, ils perdent leur sécurité. Quand ils perdent leur sécurité comme ça, ils ne peuvent pas vous donner les fleurs. Bon, alors, vous êtes donc d'accord qu'on doit expulser les Camerounais? Non, là c'est une autre affaire. Mais je dis maintenant que nous avons ce type de culture, que nous amenons là où les gens vivent, c'est nous qui devrons nous adapter à la culture du pays hôte. Mais lorsque nous allons avec notre culture, qui n'est pas déjà acceptable localement, je crois que vous-même, vous savez, je ne peux pas vous dire ce qui nous arrive dans nos domiciles. Vous êtes chez vous, on vous vole, Donc, lorsque nous amenons ça, et ce n'est pas seulement en Guinée équatoriale, mais je dis ce qu'on peut blâmer par contre, c'est l'action diplomatique au niveau entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. C'est-à-dire que, est-ce que pour autant, on doit violenter ceux qui sont dans des situations irrégulières? Je crois que les expulsions, ce n'est pas la Guinée équatoriale qui les invente. Je ne les défends pas. Mais on peut expulser dans la dignité. On peut expulser les citoyens qui ne sont pas en règle dans la dignité. Et c'est ça que moi, je pense être le vrai problème. Bien. Et maintenant, qu'est-ce que nous opposons quand vous voyez, quand il y a toujours des crises ailleurs, il y a des pays qui envoient tous les avions, parfois sans consulter l'État, pour dire que je vais rapatrier mes concitoyens. Bon, c'est à nous maintenant de voir ce que nous devons faire. Vous avez dit, l'argent a été envoyé. Reste à savoir comment cet argent va être utilisé. On a parlé de 50 premiers départs volontaires sans bagages. Sans bagages, départ volontaire sans bagages. Ça veut dire que ces gens, depuis qu'ils sont partis là-bas, ils n'ont rien. Bon, vous imaginez, ça veut dire que nous-mêmes, nous admettons que nous avons des concitoyens là-bas qui n'ont rien.
Bien, maintenant, quand ces concitoyens qui n'ont rien vont arriver, est-ce qu'ils vont nous dire qu'ils n'avaient rien, ou bien qu'on a arraché, ou bien que... Vous comprenez le problème de ça. Mais en fait, je crois que nous aurions dû d'abord nous-mêmes nous assurer de la situation de nos concitoyens et de manière à faire l'évacuation, sachant ce que tel avait, ce qu'on lui a arraché, ce qu'il n'a pas eu et qui peut être une déclaration mensongère, parce que ça aussi, ça ne marche pas. Donc, on fait le bilan et je pense, je le pense comme ça, que la mission diplomatique en place, parce qu'on a parlé, l'argent a été envoyé au consulat, et que certainement que ce travail... On parle de 125 millions. 125 millions, ça va, je ne sais pas si ça sera suffisant. Le consul a dit qu'il n'avait pas encore perçu cet argent et que l'argent était encore au niveau des papiers. Nous en sommes coutumiers. Vous savez qu'il y a parfois de l'argent qui, entre deux bâtiments, peuvent passer 10 ans ou 5 ans à circuler, à être téléchargé entre deux bâtiments qui se font face. Lors de la Coupe du Monde 94. Donc, c'est un professeur Messanga. Donc, je vais dire que ce problème doit être apprécié avec beaucoup de retenue, beaucoup de réserve, parce que c'est un problème complexe. On ne peut pas penser que les Équatoriens soient des monstres, absolument. Non, c'est des humains qui ont certainement des qualités et des défauts. Et dans ce genre de situation, moi je pense qu'il faudrait que l'ambassade, le consulat communique vis-à-vis de ses propres citoyens et vis-à-vis de la nation. Merci beaucoup. Honorable, est-ce qu'il faut finalement sensibiliser les Camerounais en leur disant qu'il ne faut plus aller chez leurs voisins, la Guinée équatoriale? C'est ce qu'il faut dire. Partout, ils ne sont pas expulsés seulement de la Guinée équatoriale, ils en ont été expulsés du Gabon, ils sont expulsés. Je voudrais dire que la sensibilisation est bonne, mais il faudrait que cette sensibilisation aboutisse à ce que ceux qui ne partent pas puissent trouver quelque chose à faire au Cameroun. Mais je voudrais dire que cette histoire d'expulsion au niveau de la Guinée, elle est récurrente. Tout à fait. Et les Camerounais, ils vont à chaque fois. On expulse, ils repartent. Peut-être même ceux qui sont en train de expulser là, d'ici 6 mois, ils vont repartir. Ils vont repartir. Parce que je vous dis, en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'on dit des Camerounais? La main-d'œuvre la plus qualifiée et la moins chère. Donc, si vous voulez faire prospérer votre entreprise, allez chercher un Camerounais. Dès lors qu'il va relever ton entreprise, expulsez-le. Ah bon? Pour prendre la main-d'œuvre plus chère. Pour prendre la main-d'œuvre locale qui va mieux travailler pour eux. Parce qu'on connaît comment nous sommes les Camerounais. Et là, nous avons de l'expertise dans tous les domaines. C'est vrai. Nous avons de l'expertise. On vous adjoint un équato-guinéen parce que vous lui apprenez du travail et lorsqu'ils estiment qu'il est déjà mieux loti, allez, on vous expulse. C'est pour ça que ces expulsions-là ont d'autres connotations que nous ne connaissons pas. C'est bien ciblé. C'est pour ça que j'ai posé une question à l'entendre vous dire que en quoi est-ce que les Camerounais constituent une menace? C'est une véritable menace. Parce que c'est une véritable menace. Parce que en 2003, j'ai eu une amie qui travaillait dans une société ici au Cameroun, mais qu'on l'a envoyée en Guinée équatoriale former les Guinéens. Voilà. Mais elle recevait son salaire du Cameroun. On n'a même pas voulu lui mettre un salaire d'expatrié. Son salaire du Cameroun. Et elle a formé. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, Aïssa, je ne travaille plus dans cette boîte, je vais partir. Et elle est partie. Parce qu'elle a vu comment on chosifie le Camerounais. Puisque vous cherchez de l'emploi, comme vous voulez de l'emploi, même si on te donne 10 francs, tu vas accepter les 10 francs et tu vas chercher comment t'en sortir avec ces 10 francs. Tu vas te retrouver... Linkage politique. Et ça, c'est important. C'est important à le savoir. L'État équato-guinéen a relevé qu'on expulsait ceux des Camerounais qui étaient en situation irrégulière. Mais nous avons des informations où, situation régulière ou irrégulière, dès que vous êtes Camerounais, on vous expulse. Mais situation, quand on dit situation irrégulière, je prends l'exemple de celui qui a eu les 15 millions déjà dans son compte. Il était en situation régulière. Il était en situation régulière. Mais comment il a eu ces 15 millions? Il a bossé.
Oui. Et comment est-ce qu'il a vu multiplier par rapport aux Guinéens qui peut-être a commencé au même moment que lui, n'a pas ces 15 millions dans le compte. Mais on le met dehors. On arrache son argent. On le met dehors. Donc il faudrait qu'on comprenne que l'expertise camerounaise est aussi un problème à l'extérieur. On excelle dans tous les domaines. Tous les domaines, on excelle. Par exemple, au Qatar, n'oubliez pas aussi que nous sommes indésirables au Qatar, donc c'est à cause de notre expertise. Voilà. Nous sommes indésirables. Donc, tu arrives, au Maroc, tu c'est à cause de notre expertise. Bon, les Marocains, ils sont racistes. Alors, vous voyez, à chaque cas, on va trouver une explication, mais sur le même peuple. Et c'est pour vous dire que... Il y a quelque chose qu'il faut voir en nous-mêmes, qui devrait nous amener à être conciliables avec les autres. De toutes les façons, le professeur Messango Barma pense que les Camerounais doivent soigner leur manque. Exact, exactement. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, moi, cet exemple pris par mon homonyme, qu'un quartier de prostituées porte le nom du porte-étendard du Cameroun, du président de la République, vous voyez, c'est ça l'image qu'on a de nous là-bas. Et c'est qu'il dit, j'ai une belle sœur en Suisse, qui me dit, si vous venez faire une affaire ici, ne dites pas que vous êtes Camerounais, dites que vous êtes burkinabé. Si vous voulez faire affaire avec un Suisse, dès qu'on sait que vous êtes Camerounais, même si on était sur le point de signer, on ne signe plus. On sait que vous êtes des malhonnêtes, on sait que vous êtes des escrocs. Vous voyez l'image que nous traînons partout. Et j'ai dit, nous devons avoir le courage de nous regarder devant le miroir et de nous dire qui sommes-nous, pourquoi on nous déteste tant, pas comme Bush avait demandé aux États-Unis pourquoi on les déteste, sachant comment ils bombardent les pays partout, et ils demandaient comment on les déteste. Non, nous devons avoir le courage de nous regarder en face et de dire ce que nous traînons comme culture camerounaise, est-ce qu'elle est conciliable avec les peuples qui nous accueillent? Est-ce que nous pouvons nous faire accepter? Merci beaucoup. Le professeur Messango Yamdi insiste à avoir encore une seconde. Je vois la seconde est tellement importante pour deux raisons. Première raison aussi, il faut que les Équato-Guinéens comprennent qu'il y a les conventions de Vienne. Tout à fait. Oui. De 1961, qui encadre les relations diplomatiques. Tout à fait. De 1963, qui encadre les relations consulaires, et que techniquement, le consulat a un rôle de protection des nationaux à l'extérieur, et qu'à côté, il y a les conventions de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Donc, ils ont une obligation absolue à les respecter. Et là, homonyme, je ne t'arrête pas. J'ai vu une image circuler dans les réseaux sociaux d'une Camerounaise en mal dans un pays et qui veut rentrer dans l'ambassade. C'est des étrangers qui veulent l'amener dans l'ambassade et c'est les Camerounais qui chassent. Bien. Vous voyez donc que c'était important de le dire techniquement. Merci beaucoup, prof. Dernière remarque. Mais il faut interroger notre système de gouvernance. Vous voyez que lorsque j'ai une chance, je le dis sur un plateau, d'avoir eu des audiences avec le président de la République. On ne peut pas venir sur un plateau et mentir. Des échanges. Nous ne sommes pas nombreux. Chaque fois que nous lui avons posé des problèmes et qu'il a relayé à des structures inférieures pour qu'on mette en œuvre ce qui a été posé comme diagnostic, les gens laissent tomber ça. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a eu plusieurs audiences. J'en suis conscient. C'est une chance avec le chef de l'État. Alors, à partir de là, il faut interroger notre gouvernance interne. Si vous voyez, lorsqu'on vous parle ligne 65, ligne 94, et vous voyez tout ce qu'on déploie comme argent, vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime là-dessus, les Camerounais sont considérés comme des mendiants. Vous avez deux types d'Africains qui comme des arnaqueurs. Oui, et nous avons écrit un ouvrage encore là-dessus. Avec Jean-Emmanuel Pondy, je suis co-auteur, Immigration et Diaspora. Et il faut comprendre que beaucoup partent, quitte à se tuer dans la mer, pour chercher leur vie. Et si on ne comprend pas que, plus que jamais, il faut changer les paradigmes de la gouvernance, avec de nouveaux acteurs, et non les copains, des gens qui se sont mis ensemble pour promouvoir leurs amis, et non des gens qui peuvent servir l'État. Si on n'arrive pas à régler ce paradigme, je vous assure
nous serons davantage humiliés. Merci beaucoup. Professeur, je voudrais une petite au professeur. Mais professeur, à qui la faute? Au gouvernant. Je comprends que vous voulez parler du grand chef. Voilà. À un moment donné, Paul Biya, je ne le défends pas absolument, mais j'ai démontré qu'il a eu le mérite de pouvoir chaque fois décentraliser. On a ici une députée. Elle peut vous dire qu'à un moment donné, nous avons des responsabilités que nous pouvons prendre. Je vous prends un seul exemple. Ouais. Lorsque une haute personnalité, de manière illégale, a décidé d'appeler le ministre de l'enseignement supérieur en lui disant « Envoie mes sangas à Garoua ». C'est Paul Biya qui l'a fait. Non. Mais je suis parti à Garoua, au sud de tout le monde, y compris mes sangas. Aucun enseignant ne s'est levé pour dire que non, enlevez le chef de département. Mais ce n'est pas légal d'envoyer un professeur titulaire des universités en complément d'effectifs dans l'annexe d'une autre université. C'est Paul Biya. Donc on a des exemples comme ça. Merci beaucoup. Des dérapages étatiques qui font qu'à un moment donné, Paul Biya aussi ne peut pas régler tous les problèmes. Le problème, c'est que lorsqu'il est mis au courant, quelle est sa réaction? Il lambine un peu. Ces gens mentent beaucoup. Ces gens mentent beaucoup. Je vous réponds spontanément. Hein. Oui. Dans mon cas, n'est-ce pas? Je vous prends un exemple. Oui. Le président m'a fait recevoir après cet incident. Oui. Je vous fais une confidence. Ce sont des choses que les gens disent que parfois me Sanga parle beaucoup. Je ne parle pas beaucoup parce que il y a des silences, comme disait Ronsard, ce poète français, qui font oublier les faits sociaux. Les gens pensent qu'il ne faut pas parler. Mais attention, il faut parler. Ouais. Et on s'est rendu compte que les rapports qu'on avait envoyés au chef de l'État, et je vous assure, et Madame Biya, qui m'apprécie, le couple présidentiel m'apprécie, c'est que Mesanga insulte tous les ministres, Mesanga insulte tout le monde, Mesanga. Or, je vous assure, à cette rencontre, j'ai dit, montrez au président une seule vidéo ou une seule preuve où j'ai insulté. Mais je reconnais avoir dit que les ministres sont des voleurs et des bandits en col blanc. Mais je n'ai désigné personne. Et vous le dites encore? Je confirme qu'ils sont... Je cite le président. La notion de bandit en col blanc, où je me rappelle, mon ami et père Famel Ndongo m'a dit au conseil des disciplines, tu as dit que les ministres sont les bandits en col blanc. Je lui ai dit, mais excellence, je cite le président. Ça n'est pas de moi. Donc ça veut dire quoi? Quand je parle du coup d'état scientifique, que ces gens sont contre les décisions de répression du président. Merci et beaucoup. Que si Paul Biya lui-même n'était pas chef de l'État, je vous assure, ces gens l'auraient déjà mis en prison. C'est moi qui vous dis. C'est compris. Vous allez voir ce qui c'est compris, professeur Mesanga Yamding. C'est ce qu'il faut également dire dans le cadre justement de ce deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous prenons notre verre d'eau. 6 novembre 1982, 6 novembre 2022, pratiquement 40 ans que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est au pouvoir. Ce matin, nous essayerons de faire le bilan de ces 40 ans de règne du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Avez-vous l'impression qu'en 40 ans de gestion de l'État, le président Paul Biya a réussi son pari? Je pose d'abord la question à la dame, honorable de l'UNDP. On sait que l'UNDP est un parti allié au Rassemblement démocratique des peuples camerounais. De manière générale, quel est le regard que vous jetez sur les 40 ans de règne de son Excellence Paul Biya? Merci, Parfait, ici de me donner cette opportunité encore une fois de plus. Je dirais que les 40 ans du président Biya sont des 40 ans de paix. C'est un acquis. 40 ans de paix? 40 ans de paix. Avec ce qui se passe au Nozo, avec ce qui se malgré, passe à l'extrême nord. Malgré ces îlots d'insécurité qu'on voit depuis 2016, nous avons un stable de plus de 35 ans. Ça, on le concéder. Et 40 ans de bilan, 40 ans de beaucoup d'investissements, de beaucoup de changements. 40 ans aujourd'hui de la liberté d'expression. C'est pour ça que nous sommes là. 40 ans de la liberté d'aller et de venir, c'est pour ça que nous sommes là. Et 40 ans la liberté de pouvoir investir là où on veut et quand on veut. Donc je voudrais dire, malgré qu'aujourd'hui nous voyons un certain nombre
des structures qui ne marchent pas. Et comme on l'a dit, c'est peut-être parce que nous l'avons redonné. Ces structures-là qui ne sont plus dans notre souveraineté, c'est pour ça qu'on va parler de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie mobile, de Camerco, qui ne marche pas, peut-être parce que ce n'est plus dans notre, comment je veux dire, notre portefeuille de souveraineté qui a été bradé et donné aux autres. Mais je voudrais dire quand même, aujourd'hui, quand on veut faire un bilan, on peut trouver, après 40 ans, nous avons quand même 10 universités. Donc, en ce qui vous concerne, 40 ans de règne, le bilan est élogieux. Tout à fait. Le bilan est élogieux selon l'honorable. Merci. Je passe rapidement la parole à Antoine Awono. Antoine Awono, lorsque le président de la République accède au pouvoir, c'est pour ne prendre que ce secteur, celui de l'industrie, nous avions quand même beaucoup d'usines au Cameroun. Plus de la moitié de ces usines ont fermé. Vous êtes modeste. Le professeur Msangomana estime d'ailleurs que je suis modeste. Oui. Lorsque la dame de l'UNDP pense que le bilan est élogieux, en face, beaucoup vous diront que le bilan est tellement catastrophique. La guerre au Nozo, la guerre à l'extrême nord, le taux de chômage, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Que dire les 40 ans de règne du président Paul Biya? Moi-même, je suis victime de cette négativité. Je me souviens, et j'ai souvent l'habitude de le dire, lorsque nous entrions à l'université en 1986, la crise arrive, M. Biya fait un discours au quartier général. Il dit aucun recrutement dans aucune administration jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes en première année de licence. Nous n'avons qu'une seule université dans tout le Cameroun. Et en faculté de droit et sciences économiques, il y avait en première année de licence 47 000 étudiants pour un seul amphithéâtre 700. Nous prenions des cours sur les manguiers à partir de minuit. Alors, on se bat là-bas. On se bat pour arriver en année de licence. Alors, lorsqu'on a la licence, on recommence des recrutements de manière sporadique. Mais on dit, l'âge est limité, pas plus de 22 ans. M. Biya a mis 3 millions de jeunes à la traîne. Je fais partie du nombre. Ouais, pourquoi j'ai juré ne jamais travailler à la fonction publique au Cameroun, même si c'est un cadeau. Et moi, je n'ai jamais marché sur le budget de l'État. Jamais. Et je ne le ferai pas. Et j'ai dit à mes enfants de ne jamais travailler à la fonction publique camerounaise. C'est le sacerdoce. Lorsque je l'ai dit, je vais donc revenir sur ces bilans-là avec des dates très, très, très saillantes. Je prends le 6 novembre 1982. Il accède à la magistrature suprême. Il fait un discours. Mon prédécesseur n'a jamais failli à ses devoirs. Je n'y faillirai point. Tout à fait. Pas failli ici. J'ai trouvé des caisses renflouées, une économie saine. Je ne faillirai point. Point. Merci beaucoup. Observons donc. 82, le discours est pompé. Mais un an après, c'est-à-dire en 1983, c'est l'année de la malchance du Cameroun et de la négation. C'est là où tous les problèmes commencent. Et il y a donc un conflit politique entre Amadou Ahidjo, son illustre, parce qu'il appelait illustre prédécesseur. Parce qu'il ne voulait jamais prononcer son nom. Voilà. Amadou Ahidjo. La présidente n'a jamais prononcé son nom dans un discours. Hein. Ils ont leurs problèmes personnels dont je ne voudrais pas révéler ici. Ils ont des problèmes personnels. Lorsqu'il est arrivé, qu'il puisse en parler, dit son illustre prédécesseur. Voilà. Et Ahidjo va se retirer à Garoua. Mais il reste à la tête du parti, l'UNC. Jusqu'en septembre 1983. Merci, cher neveu. Alors, il y a un conflit. Ahidjo décide qu'il doit y avoir la suprématie du parti sur l'État. Or, Biya est président de la République. La préséance. Voilà, la préséance. Certains écrivains, ils ont parlé du bicéphalisme au niveau de l'État. Et un brillant journaliste, perd son âme, Henri Bandolo, a commis un ouvrage, La flamme et le fumet. Et la fumée. Et la fumée. Et Gaïa aussi, Cameroun qui gouverne. Voilà, Cameroun qui gouverne. Oui. Il y a eu ce problème-là. Ok. Ahidjo va en France. Mitterrand fait une médiation. Ahidjo démissionne donc,
du parti UNC. Et à ce moment que Paul Biya, à Bamenda en 85, ils vont donc créer, ils vont changer de nom. Ils vont changer le nom UNC à RDPC. L'UNC devient RDPC. Ok. Ça, c'est le premier fait saillant. Deuxième, le 6 avril 1984. Il y a donc, parce qu'en 1983, il y a des tentatives de coup d'État. Il y a dénoncé ça à la radio. On connaît très bien ce qui s'était passé à la Coupe du Cameroun. Du Cameroun, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, en 1984, il y a donc vraiment un putsch manqué. Je me souviens, moi j'étais en première, j'habitais avec le camarade de mon neveu à l'internat au foyer des jeunes de Volier. Monseigneur Zinga Atanga Damas. Damas, c'est son camarade de classe. Et moi aussi. Voilà, et moi aussi. Nous étions là avec des crédits. Des crédits. Et nous, on habitait à l'intérieur, on était sur, il y avait un lit à trois étages. Au-dessus, c'était Monseigneur Zinga Atanga Damas. Au milieu, c'est l'abbé Thomas Nkounou. Et moi, j'étais en bas. Les deux ont été ordonnés prêtres. Moi, je ne suis pas parti parce que j'aime pas ces choses-là. Certainement parce que tu n'as pas eu l'appel de Dieu. Non, ce n'est pas question d'appel de Dieu. Vous avez des convictions personnelles. Des convictions personnelles. Alors, j'avais déjà un parent là au grand séminaire de Corbison, Monseigneur l'abbé Ombolo, qui était curé à Mélène à cette période-là. Ok. Les putschistes, merci beaucoup. Les putschistes pompent un discours. Oui. Je me souviens. Camerounais, Camerounaises, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande d'Abia, de leur escroquerie, de leur tyrannie, de leur rapine incalculable et inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, alors que son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. C'est le colonel Saleh qui lit ce discours à la radio. Et il parle de la bande d'Abia. Alors, la bande d'Abia. Alors, quand on regarde, on suit l'évolution de l'action de M. Biya. Est-ce que les putschistes étaient si loin? Vous voyez que c'était des visionnaires. Tout ce qu'ils ont déclaré, c'est ce que nous sommes en train de regarder actuellement, de voir actuellement et de vivre. La prévarication de la fortune publique. Les oppositions. Vous pensez que ce qui a été dit en 1984 se vérifie aujourd'hui. Alors, je voudrais aller du côté mystique. Il y a le 6 avril. Lu mon livre, c'est incroyable. Il m'impressionne beaucoup. Voilà. Il y a le 6 avril. C'est le chiffre 6. Tout à fait. 6 novembre, à session de Paul Biya à la magistrature. Tout à fait. 6 avril 84, le putsch. Entre les deux, vous avez le mois de juin 83, là où il y a ce problème. Oui. Et vous combinez les trois, vous avez le chiffre 666, le chiffre de la bête. C'est là où l'UNC. Voilà. Quelle recherche. Alors c'est là où nous évoluons. Après dans ce 6, nous avons encore une autre date, avant les dates de 93 et autres, c'est la date de 90. En 90, on pompe une loi, la loi de 90 sur la liberté d'association, liberté de conscience, liberté religieuse et autres. Oui. Alors, les sectes commencent donc à foisonner au Cameroun. Et il y a un grand journaliste au Cameroun, perd son âme, Lucien Mamba, qui vient avec donc, la Rose-Croix d'or. Les réunions se tiennent à l'Omnisport de Yaoundé. On fait donc le recrutement aussi de tout le monde. On commence à recruter les jeunes pour adhérer. Et mettre une philosophie en marche, si vous voulez avoir des privilèges, passer les concours et tout ça, il faut adhérer à la Rose-Croix. Ça chauffe. Bien, maintenant une autre date, la date de 1992. Et il y a des élections présidentielles et maintenant c'est la crise avec Frundi, le SDF, qui a été légalisé en 90 à Bamenda. Et il y a donc cette crise-là. Frundi boycotte les élections. Il fait la 1er mars 92. Oui, 92. Voilà, 92. Oui. Ce sont les premières élections. Les élections pluralistes là-bas. Mais pendant ce temps, en 90, lorsqu'il y a la liberté d'association autre, il y a un phénomène international qui se passe. Le mur de Berlin est cassé, détruit. Et il y a Mitterrand qui convoque dans le sommet de la Bonne
à partir de ce sommet-là, on dit démocratisation. Prime à la démocratisation. Voilà. Et on associe l'aide à cette démocratie. C'est la période des conférences nationales souveraines. Le Cameroun, M. Biya dit, la conférence nationale est sans objet. Alors, les parents de mon neveu, et ils disent conférence nationale à Titi, à Siki. C'est sans objet. Alors, chez nous, ça n'a pas été sans objet. Il y a eu donc... Vous allez chuter, Antoine. Tous ces trucs-là. Et maintenant, j'arrive au niveau de l'année 1993. Les problèmes commencent au Nozo. Là-bas, il y a ce qu'on appelle des revendications des enseignants, des étudiants. Au Nozo, c'était 1996. 1996, c'était... Enfin, 2016. Merci beaucoup. La dernière décennie. La dernière décennie, merci pour ça. Donc, les histoires d'Amazonie commencent. On néglige. On dit au président, ce sont des petits bandits. Et ils n'ont pas... On va mater cette histoire-là. Et puis, après, ça prend de l'envol jusque dans les années 2014 et 2020. Et on se retrouve donc dans cette impasse, comme madame disait tout à l'heure, là, le Cameroun est encerclé. Vous avez au nord-ouest, sur-ouest, la guerre des Amazoniens. Vous avez dans le septentrion Boko Haram. Vous avez à l'est les Antilles, Seleka, Balaka. Vous avez au sud le littoral, dans le littoral maritime, vous avez la piraterie maritime. Le Cameroun est encerclé. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que le Cameroun n'a jamais perdu un seul centimètre de son territoire, malgré toutes ces menaces sécuritaires. Bien, si on revient donc au niveau ça c'est le passif, au niveau de M. Paul Biya, par rapport à ses 40 ans. Maintenant, au niveau de l'actif. Madame, et je suis d'accord avec elle, ce député, ce qu'on peut mettre, ce qui est positif au niveau de ces 40 ans de règne de M. Biya, c'est la liberté d'expression. Les journaux, les télévisions, la presse parlée, écrite, les radios et tout ça. Vous voyez, nous sommes en train de penser ici. On a retiré de l'argent, on a retiré le bien-être, mais on vous a donné la latitude de parler. Bien sûr, on parle. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que vous préférez vivre bien ou alors parler? Alors je vais vous répondre en paraphrasant le président Sékou Touré. Il disait que mieux vaut la liberté dans l'esclavage que l'opulence, en fait, dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence. Et quand il est venu en visite officielle ici à Yaoundé, il a dit ceci: il faut considérer l'homme d'abord par ce qu'il dit. Il faut aussi le considérer par ce qu'il fait. Si vous voyez une opposition entre le fait et le dire, eh bien considérez le fait. Merci beaucoup. Professeur Messanga Nyamding, je vous passe la parole. Lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir en 1982, il faut dire que nous n'avons pas quand même des personnes qui sont incarcérées pour des problèmes ayant trait au détournement des deniers publics. C'est sous le règne du renouveau que nous sommes au courant que l'on peut voler, un individu peut voler 2 milliards, 10 milliards, 50 milliards, et c'est pas vanné. C'est quand même aussi à mettre à son actif. Oui, oui. Mais la République est dans la rue. C'est mettre à l'actif du chef de l'État. Mais il faut, avec rigueur aussi, ajouter que le système du président Ahidjo ne permettait pas aux gens de voler. C'est-à-dire que... Et pourquoi? Parce que quand vous visitez un peu la gouvernance sur le président Ahidjo, d'ailleurs, vous savez, la prison qu'Odengi portait le nom de notre grand-oncle, Onanawana. On appelait ça... il y avait cette province, et la 8e province était la province Onanawana, Charles, qui était le ministre des Finances à l'époque, et qui ne badinait pas avec les fonds publics. Alors, pour bien comprendre, et j'ai condensé cela, il faut analyser les 40 ans de pouvoir du chef de l'État en 4 décennies. Alors vous allez voir que la première décennie, 1982-1992, c'est en fait la recherche de la consolidation de son pouvoir. Parce qu'il a dit, je résume structurellement, il y a eu d'abord le conflit Biya-Ahidjo,
qui commence par M. Salatou, qui, rappelons-le quand même, dès mars 1983, Salatou, qu'on appelait Toupouri Ibrahim, était l'aide de camp du président Ahidjo et qui avait commandé et commandé même l'assassinat du président. Tout à fait. Le colonel, on l'en vit encore. Il est clair qu'au palais, le président aussi, et c'est là où j'ai dit aux gens qui nous écoutent que moi je connais le président. Quand je dis connaître, pas personnellement, mais en termes d'analyse, j'ai appris à connaître celui que j'appelle le manœuvrier qui ne s'amuse pas avec son pouvoir. Et je l'ai démontré. Alors que le président Ahidjo est encore là, je vous dis bien que la recherche de la consolidation de son pouvoir passe par des actes clairs. Dès février 1983, le président Ahidjo Biya refuse d'assister et d'arriver en salle au palais de congrès au moment où le président Ahidjo recevait le prix Anne Amajor, qui était un prix de la paix octroyé à Ahidjo, au président Ahidjo qui venait de démissionner. Je vous dis, en février, le président a dit, alors que le protocole d'État avait tout organisé, et on disait, arrivée du président de l'UNC, arrivée du président de la République, le président Paul Biya a opposé un refus. Il a voulu... Qu'est-ce que je veux? Il a préféré que il est venu après. Et le président est venu après. Qu'est-ce que Biya a préféré? Permettez-moi de... Je veux bien comprendre. Bon, le président Biya... La présidence, il estimait que 3 mois après qu'il était déjà président de la République, et qu'il ne pouvait pas arriver en salle prendre le prix avant Ahidjo. Ça a été négocié par des personnalités. Je ne comprends pas, le professeur. Le président Biya a préféré quoi? Que Ahidjo vienne en dernier lieu? Non, il a préféré que lui vienne en dernier lieu. D'accord. Alors que le protocole d'État avait tout arrêté avec des ambassadeurs et les émissaires des Nations Unies. Et qu'est-ce qui s'était passé? Paul Biya a refusé pour éviter l'incident, puisqu'il y avait le représentant. Il n'est pas venu. Il est venu, mais on a amené le président Ahidjo à s'y rendre avant. Je démontre que Paul Biya ne joue pas avec son pouvoir et que c'est au prix du sacrifice qu'il a fait 40 ans au pouvoir. Parce qu'il pouvait être tué. Bon, alors vous verrez que ensuite, après cette affaire, il y a eu l'affaire Salatou. Mais surtout dans la première décennie, je vais condenser, je ne peux pas tout vous dire ici, pour que les gens achètent aussi peut-être mon livre. C'est le gouvernement du 18 juin 1983. Ouais. Ce gouvernement, pour la première fois, alors que le président Ahidjo est encore là, Paul Biya, président de la République, décide de faire son gouvernement sans consulter le président Ahidjo. Ouais. Je vous donne des dates. C'est aussi le travail difficile du rang que nous avons à l'université de professeurs. Le 20 juin, François Mitterrand arrive au Cameroun. Et c'est lui qui tente de mener une médiation entre les présidents Biya et Ahidjo, au point où il amène le président Paul Biya à Garoua. Et à Garoua, ils se rencontrent et pour la première fois, le président Ahidjo promet de démissionner en août 1983 de l'UNC et il appelle pour la première fois monsieur le président, j'ai une doléance. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Paulette Decrène. Paulette Decrène, c'est l'épouse de mon directeur de thèse qui a fait 14 ans comme secrétaire particulier de François Mitterrand. Et c'est Decrène qui a dirigé ma thèse de sciences politiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guy Pen, le chargé des affaires africaines à l'Élysée. Et c'est la dernière fois où les deux hommes se rencontraient, c'est-à-dire à Garoua, le 22 juin 1983. Deuxième décennie, parce que je condense. En plus, entre-temps, le président crée effectivement le RDPC. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit. Non, il transforme l'UNC en RDPC, article 1er. Alors la deuxième décennie, d'abord sur cette première décennie, vous allez voir que le président est très méfiant. En 40 ans de pouvoir, il a fait 35 remaniements ministériels. Regardez. La seule période de 1982 à 1992, il a fait 15 remaniements ministériels. Ah oui. 15. Et il faut préciser que le premier gouvernement de M. Biya, en avril 1983, c'est M. Ahidjo qui a laissé ce gouvernement-là où Bello Bouba Maïgari était Premier ministre. Et il avait demandé à M. Biya de ne jamais introduire Ngo Pierre Désiré voilà. Donc, vous voyez que je condense. Donc, je vous donne des chiffres. 82-92, 15 gouvernements. 92, deuxième décennie, que j'ai appelé les années de Braise. 92-2002,
11 gouvernements. Suivez donc comment le président prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur avec la multiplication des gouvernements. Non, la maîtrise du pouvoir. Ça diminue. Ça diminue, bravo. Donc, regardez, 2002-2012, 6 gouvernements en 10 ans. 2012-2022, 3 remaniements. Donc, c'est quand même impressionnant du point de vue analytique. Et je peux vous dire que il a utilisé à peu près, en 40 ans, ça il faut le dire, près de 500 ministres, 3 présidents de l'Assemblée. Professeur, oui. Pour l'instant, oui. Ça c'est l'histoire. Je voudrais que nous n'avons pas de temps, que nous allions sur certains faits de règne du président. Je vous ai parlé des détournements. Est-ce qu'on peut dire 40 ans de détournements? Bon, alors, il y a une construction et un style de gouvernance qui fait que le président Paul Biya ne maîtrise pas, du moins il n'a pas à ses côtés, des hommes qui ont une préoccupation forte sur la réalité économique du Cameroun. Vous avez d'abord le premier scandale financier des détournements avec l'affaire Robert Messi dans les années 88. Qui gérait une banque. Ce directeur général qui a dépouillé le système et a accusé la famille présidentielle. Avant ça, professeur, il y avait l'affaire de Kolo Fanga. Kolo Fanga qui était directeur de poste, qui est d'ailleurs mort en prison. En prison. Ouais. Alors donc vous voyez que en fait, les détournements de fonds ont 2 origines. Premièrement, il faut le reconnaître, la confiance à un moment donné, et j'ai peur de le dire, la tentative de recentrage en créant des hommes d'affaires dans notre clan qui ne maîtrisaient rien. Ils ont mis le Cameroun à terre, mes oncles Betty, donc vous, qui êtes mon oncle aussi. Il faut citer les noms, professeur. C'est que je disais certains. Toujours est-il que je vous donne un chiffre. Vous pensez qu'au niveau des autres ethnies, c'est là-bas qu'on a... Je vous dis que c'est les Betty, mes oncles, et j'espère que le CNC, comme il vise tout le monde n'importe quoi. Apparemment, vous avez peur de parler des autres ethnies. Ça veut dire quand vous parlez des petits, c'est plus facile, n'est-ce pas? Moi, je vais dire, je vous donne. Vous pensez que les Bamileke, je vous donne Petit Jean. Vous ne parlez pas des Bamileke, vous ne parlez pas des nordistes qui ont également bénéficié de cette manne. Je vais dire que le président Biya parle tout le monde. Mais vous en de tromper l'histoire, professeur. Non, permettez-moi de vous répondre. Il a tenté de faire comme le président Amadou. La tentation normale en ethnologie, c'est que le neveu aime taquiner ses oncles maternels. Il a tout compris. Il a bien compris. Mais je suis donc pour vous dire mais attendez quand même, en arrivant, le président Paul Biya est conscient d'une chose, n'est-ce pas? Les hommes d'affaires à son arrivée sont essentiellement nordistes et de l'Ouest. Nordistes parce que le système de kleptomanie mis en place par Aïdjo. Ça aussi, il y a des chiffres. Et les banquiers ont parlé et des experts. Vous venez demain, vous dites que vous appelez Moussa. Or, vous qui vous appelez Moussa, vous revenez, vous dites que vous appelez Ibrahim. Et on dit que Moussa est mort. Et on vous dit que Moussa est mort. Voilà que vous commencez. Non, c'est que vous avez compris. Je suis quelqu'un une banque dans l'histoire, quand Paul Biya arrive, il a raison, Cameroun Bank. Il y a quand même des hommes d'affaires comme Aladji Nassourou, laissez-moi les citer. Vous avez les Pantami, vous avez les Fadil. Vous n'avez pas cité les bêtis. Donc, alors, je dis à l'époque, donc le président était en droit, donc ce n'est pas mauvais, c'est là où Obama m'a compris, de dire que, et les autres, à partir de là, et je chute là-dessus, je voudrais donc vous dire que le président Paul Biya, il a toujours été préoccupé par la lutte contre la corruption. Et je chute en vous donnant les derniers chiffres. C'est la 8e fois que vous voulez chuter. Oui, mais c'est pour vous. Si vous ne voulez pas que je donne des chiffres, c'est pour vous. Vous allez reprendre la parole. Non, je finis donc en disant que... Le professeur Messangaba n'a pas encore parlé. Il sera content de me laisser chuter. Je vais ajouter quelque chose. Par rapport à votre préoccupation. 40 à cette année, le professeur Messangaba... Je promets que je vais chuter. Je chute. Vous comprenez que sous le renouveau, le président Paul Biya a mis à peu près 25 directeurs généraux de sociétés en prison. C'est un bilan élogieux. Oui, c'est un bilan élogieux. Ça veut dire, vous allez voir que le corps et la fonction, je le dis dans mon ouvrage,
qui a trinqué en matière de répression et d'incarcération. Ce sont les directeurs généraux de Merci société. beaucoup. Alors, passe la parole. Non, d'abord pour professeur M. Obama. Alors, professeur oui. Merci de me donner la chance Il nous faut 3 heures. d'avoir aussi un peu de temps pour parler. Bien, alors, nous avons évoqué les 40 ans de... Alors, je ne sais pas, faut-il vraiment dire de Paul Biya? Parce que, est-ce qu'un homme est seul à la gouvernance d'un pays? Mais il est le porte-flambeau. C'est celui qui représente le pays. Mais il faut dire, je voudrais ici relever la complexité même de la gouvernance. Bien. Mais ces 40 ans, comme l'a dit M. Aouana, on peut en faire 2 bilans. C'est-à-dire qu'il y a un aspect positif. Un aspect négatif. Et un aspect négatif. Je préférerais commencer par l'aspect positif. Et vous avez vu, presque tous les acteurs ici sont d'accord qu'on ne peut pas discuter de l'aspect de liberté au Cameroun. Ça, c'est vraiment à mettre à son actif. Au Cameroun, on s'exprime assez librement et on n'a pas beaucoup de soucis là-dessus. On rentre, on se couche chez soi, on se relève le matin, on va encore parler. Et je pense que si on regarde même sur le plan continental, c'est le seul président qui se fait insulter plus que tous les autres par ses concitoyens. Je dis bien, si vous regardez, moi je m'en tiens seulement à ce que je lis dans la presse, à ce que j'écoute dans les radios et ce que je regarde dans les télévisions. Et j'en vois très peu comme ça, là, s'en prendre à leurs dirigeants dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle... Le Popoli est là. Qui s'est fait même un nom à partir de ça, à partir de sa caricature. Qui insulte son épouse, ses enfants et lui-même. Donc, sur ce plan, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de mal. Alors, mais lorsqu'on rentre sur les autres plans, c'est-à-dire économique et politique, alors, il peut y avoir un gros débat là-dessus. Il peut y avoir un gros débat dessus. On a montré, je vais par gradation, donc je commencerai par le politique. Le politique, c'est quoi? C'est que la démocratie, enfin du moins appelons ça comme ça, la démocratie pluraliste, est quand même venue avec lui. Donc le multipartisme que nous connaissons aujourd'hui est venu avec lui. Donc avant, il a trouvé un pays qui était dans un régime monolithique, il n'y avait qu'un seul parti. C'était l'UNC, et dans lequel l'expression était difficilement... Était très centralisée. Voilà, très centralisée. Bon, donc il a ouvert, lorsqu'on a vu ça. Bon, mais on peut encore discuter sur le fonctionnement même de ce pluralisme politique. C'est-à-dire que le tout n'est pas qu'on est 300, on est déjà 350 partis politiques aujourd'hui, mais quelle est la plus-value sur le plan politique que ces 300 partis ont apporté par rapport au vécu des citoyens? Du désordre. C'est à ce niveau-là que vous verrez donc sur le plan social. Nous avons perdu la cohésion nationale qu'il a trouvée en 1982. La cohésion nationale a beaucoup souffert. Parce que qu'est-ce que les partis politiques, à quoi, disons que, à quoi est arrimée, n'est-ce pas, la situation du multipartisme, c'est-à-dire à la fragmentation de la nation elle-même en des micro-nations représentées par des micro-partis politiques. Donc, cette mobilisation locale de la nation par des partis politiques à vocation locale, excusez-moi de le dire comme ça, a cloisonné davantage le pays et a créé beaucoup de mal en l'unité nationale qui était déjà pratiquement un acquis. Bien, maintenant on vient au plan économique. J'essaie d'être assez ramassé comme ça là pour ne pas trop m'étendre. Lorsqu'on en vient maintenant au plan économique, c'est là la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et pourquoi? Oui, j'ai dit la catastrophe, pourquoi? La catastrophe, c'est parce que lorsque vous prenez le Cameroun de 1982, le plus gros budget géré par l'ancien régime n'a pas atteint 500 milliards de francs CFA. Vous le savez? Tout à fait. Oui, donc, alors, parce que parfois on fait des comparaisons, il y a eu 10 universités, 11 universités d'État aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez le volume du budget que la nation a eu à gérer pour construire ce qu'il y avait à cette époque, vous serez, je dis, très très surpris de voir que des gens ont pu faire tant de choses avec peu de moyens. Avec ce peu d'argent, on avait une compagnie maritime appelée Kamshib Line.
On avait une compagnie aérienne appelée Cameroon Airlines. On avait des industries, Kamsuko, CBC, c'était un financement français. Oui, nous avons une part dans le capital, c'est vrai, mais celle qui était vraiment nationale, c'était la Kamsuko. Vous avez Sonel, SNEC. Toutes les entreprises ont fermé. Oui, bon, toutes les entreprises ont fermé. Et le pays en a souffert sur le plan économique parce que... Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a une situation de conjoncture qui a mené... On en vient maintenant. La conjoncture pas élaguer cet aspect-là. Il y a toujours une raison. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas eu de problème de conjoncture négative avant? Vous savez, la crise de 1976, 77, 78, si je ne me trompe pas, était très très grave et les Camerounais ne l'avaient pas senti. Et surtout la lutte contre le maquis qui a duré jusqu'en 1971. Donc, la conjoncture n'est pas née en 82, du moins ce qu'on appellera la conjoncture, c'est-à-dire la conjoncture négative, n'est pas née en 82. Il y a eu des crises gérées bien avant et que les Camerounais n'ont pas senti. Et sur le plan structurel, vous savez, en 1982, la population rurale au Cameroun est d'environ 60%, sinon un peu plus. Alors, pourquoi je le marque? Parce que ça veut dire que... Oui, c'est très important ce que je veux dire. Et c'est donc un très grand maillon de la production économique camerounaise. Tout à fait. Bien, alors, ce maillon a été brusquement et brutalement lâché, de sorte que ce qui venait pour booster l'économie nationale a été sevré. Les structures telles comme le FONADER, les structures telles que l'ONCPB, les structures telles que, je ne sais pas, la Sodécoton et tout le reste là que vous voyez là, apportaient énormément d'argent à l'État. Mais ces acteurs, ceux qui travaillaient pour financer, c'est-à-dire pour renflouer ces caisses, ont été immédiatement sevrés et la production rurale est tombée. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, la population rurale est inférieure à la population urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut croire qu'on a créé beaucoup plus de villes entre-temps. Non, c'est que les gens ont fui le milieu rural pour venir dans les villes. L'exode rural, qu'est-ce que ça a créé? L'insécurité en ville, le chômage et l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, donc la précarité économique. Ajoutez donc à ça ce qu'on appelle généralement la malgouvernance, c'est-à-dire la prévarication que vous avez évoquée. Vous avez trouvé la raison pour laquelle j'ai dit que c'était une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, si je dois résumer vos propos, le seul point positif que vous avez vu en M. Biya, c'est la liberté d'expression. C'est le point sur lequel il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tous les acteurs sont d'accord avec catastrophique. Non, j'ai dit le bilan politique est mitigé. Le bilan politique est mitigé. Mais le bilan économique est aussi unanimement reconnu comme catastrophique. Ça, moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Antoine Awono, parlons un peu. Avec votre permission, j'ai publié un article là où je rends l'administration responsable d'un certain nombre de choses. J'ai dit, en termes de communication, j'ai dit, quand faire c'est dire. Et j'ai pris la promotion de l'élite comme un autre facteur de l'échec. Lorsqu'on vous promeut, non pas sur des critères de valeur, non, lorsqu'on vous promeut sur des critères soit d'appartenance religieuse, c'est-à-dire soit vous êtes exclusien ou franc-maçon, parce que les gens voient forcément le tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme d'État au Cameroun. Je suis d'accord. Si oui, il n'y a qu'un seul tribalisme sectaire. C'est-à-dire qu'il y a deux sectes qui se divisent les positions sociales au Cameroun. Soit que vous êtes dans l'une, vous prospérez par les fratres qui vous soutiennent, soit que vous dans l'autre, c'est les autres fratres qui vous soutiennent. Si vous n'êtes dans aucune, vous êtes abandonné, vous n'avez rien. Et ça a continué donc à crisper encore les problèmes sociaux au Cameroun et qui aboutissent à ce qu'on a déjà évoqué là, qui explose sous une autre forme, le nozo. On vous a compris, professeur Antoine Awono, parlons ils ont parlé deux fois, je n'ai parlé qu'une fois. Une seule fois. Parlons un tout petit peu de cet aspect ayant trait à ce que les autres appellent les loges, ainsi de suite. À l'époque du président Amadou Dia, certainement que ces loges existaient déjà, mais avec le président Paul Biya, n'avez-vous pas eu l'impression que ça devient un peu plus compliqué d'avoir une ascension si vous n'appartenez pas à une loge? Est-ce qu'il faut dire qu'avec le président Paul Biya,
il y a également eu la promotion de loges au détriment du petit peuple. Mais bien sûr, c'est pour cela que je vous ai dit que la malchance des Camerounais a commencé à 3 dates. 83, mois de juin, 18, il en a parlé, le chiffre 6. 6 novembre, 6 juin 83, 6 novembre 82. Ça fait 666. Ça fait 66. C'est la marque de la bête. C'est là où on ouvre la porte donc au diable au Cameroun. Parce qu'en fait, c'est le diable qui commande au Cameroun. Ah bon? Maintenant, le clos, c'est très grave, le clos, c'est en 90, avec cette liberté d'association. Les loges ont commencé à foisonner. Mais soyez Dieu, il y en avait. La Rose-Croix existait. Et le père même, c'est lui qui a apporté la Rose-Croix au Cameroun. Non, c'est Dayas. Oui, c'est Dayas qui est venu officialiser cette histoire-là. Les Ojula étaient des francs-maçons. Et si André-Marie Mbila a été chassé du pouvoir, c'est à cause de cette histoire de franc-maçonnerie entre Ojula et lui. Bon, je ne voudrais pas arriver au niveau de ces pactes qui ont été que Ojula a imposé à André-Marie Mbila, mais il a refusé. Et c'est pour ça qu'il a demandé aux Français de partir quitter le camp du Cameroun. Ça, c'est une autre partie de l'histoire. Bon, les loges arrivent donc. Il y en avait au Soaïdjo, mais pas trop. Pas trop. Aïdjo même était dans une loge. Ça, ce n'est un secret pour personne. C'est vrai. Si. Il était franc-maçon. Non, c'est vrai, il était franc-maçon. Mais il était sérieux. C'est très sérieux. Et puis, c'était trop discret. Oui, parce que maintenant, on se peut voir avec des insignes maçonniques, le choix de trois têtes, les macarons qui sont dans des voitures, ainsi de suite. À ne pas confondre avec mon mouchoir. Hein. Non. Des grosses bacs, à ne pas confondre ça. Alors comme ça, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. En 40 ans de pouvoir du président Paul Biya, que retenir? Le pays, pour certains, est dans la boue, alors qu'il avait quand même trouvé un pays qui était debout. Oui, en réalité, comme le temps qui nous est imparti est court, je vais condenser. Les clubs font feu de tout bois, c'est-à-dire les réseaux. Reconnaissons-le, les PD et les francs-maçons. Ça m'a coûté cher, je le reconnais. Est-ce qu'ils sont distincts? Permettez-moi de vous dire, parce que il y a un ami membre du gouvernement qui m'a averti. Il m'a appelé 2 semaines avant qu'on convoque. Je condense pour vous donner une idée du système. Il faut des gens pour apporter des témoignages. J'en suis parmi ceux-là. Alors il me dit, professeur, tu sais que tu es mon ami, mais il est très gentil. Et je voudrais mettre une parenthèse. Ayant été à la Sorbonne, mon directeur de thèse, Philippe, d'abord ma thèse de droit public, c'était un franc-maçon. Michel Alliot, grand maître d'Orient. Mon directeur de thèse, celui qui m'a encadré, ma deuxième thèse, parce que j'ai 2, je suis le seul professeur au Cameroun titulaire de 2 doctorats nouveau régime. Ma première thèse, c'est de sciences politiques, Sciences Po INALCO, mon directeur s'appelait Philippe de Crène. Il était de la Grande Loge de France. Ils ne m'ont jamais conditionné. Je voudrais apporter un témoignage ici. Les francs-maçons en Occident, tout ce qui est beau est construit par ces gens-là. Quand vous voyez Sébastopol, la Tour Eiffel, l'Obélix et tout ça. Mais les nôtres au Cameroun sont des piètres, excusez-moi, sont des gueux administratifs. Oh là là. Des gueux au sens de mendiants. Ils ne valent rien. Prenez mon village à Yabassi. Si vous voyez Yabassi, mon village paternel, et qu'on vous dise que 98% des gens qui ont occupé de hautes fonctions sont des francs-maçons, vous allez croire que ce sont des diables. Et mon témoignage, et je termine là. Ce ministre qui est franc-maçon et qui m'adore, qui ne m'a jamais fait du mal, m'a dit à deux que tu es quand même un universitaire. D'ailleurs, ce que la majorité des francs-maçons font ici, ce n'est pas ce qui est prescrit. Oui, mais parce qu'ils sont dans des cases de soumission, ils de sont devenus fous. subordination. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Vous pensez que cette affaire a été tropicalisée? Oui, mal effectivement. tropicalisée. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est un recrutement de subordination. J'ai eu à faire une sous-spécialisation qu'on appelle l'anthropologie. J'ai fait l'anthropologie des religions. Je vous assure que en faisant l'anthropologie des religions, je suis maçonnologue, rosocrologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié leur comportement. Tel que c'est pratiqué en Occident, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou alors ici, nous faisons simplement de la sorcellerie. Non, ils sont devenus fous parce qu'ils mélangent ça avec beaucoup d'autres choses. Maintenant, je chute en vous disant que ce membre du gouvernement,
qui m'a dit, parce que n'oubliez pas que je suis chef traditionnel. Chez moi, c'est interdit. Je ne peux pas être franc-maçon. On m'a donc dit que bon, ça m'a gêné. Je ne peux pas être. Il nous suit. Je ne peux pas être quelque part, étant proche de toi, mais on a décidé de te tuer. Oh là là. Je lui dis pourquoi. Alors, ils m'ont appelé, ils disent, mais le professeur Messanga Nyamding, il est à Lyrique. Est-ce qu'il est avec nous? Il me dit, les enquêtes sont venues. On a dit que Messanga n'est ni franc-maçon ni rosicrucien. Ils se sont étonnés. Ils disent, mais comment a-t-il fait pour entrer à Lyrique? C'est lui qui me le dit. Il était à cette réunion. Alors on lui dit, il était déjà maître de conférence des universités françaises. Mon contrat est là, tout le monde peut venir. Je suis venu au Cameroun avec un contrat. Je ne suis pas venu demander l'emploi. J'étais un enseignant à l'étranger, recruté dans son pays. On dit, mais Lyrique qui est devenu majoritairement notre affaire. Je vous le dis, que les gens disent ce qu'ils veulent. Je vous dis que 90% des gens qui travaillent aujourd'hui à un certain niveau à l'université sont des francs-maçons, des rosicruciens, ou encore ce que le président a appelé en 98 font des vices. Mais c'est dangereux là. Est-ce que vous avez fait un sondage, vous avez mené une enquête? Parce que c'est très facile de donner vous savez le choc que j'apporte dans mon ouvrage. Je demande dans mon ouvrage qu'on dépénalise l'homosexualité et la franc-maçonnerie, surtout l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Non. Si on dépénalise, les gens vont se découvrir. Et le petit chantage que certains font aux gens pour leur donner une promotion sera connu. Parce que, comme moi j'adore, excusez-moi, je ne vous le cache pas, je vais utiliser un terme qui va vous choquer. J'aime le mbinda, j'aime les femmes. C'est-à-dire que je suis un esclave des nichons et bien. C'est-à-dire que vraiment. Alors, vous allez voir que les petits bonhommes qui vont souvent. Parce qu'il y a un chantage. Les gars vont faire leurs affaires là dans le doigt, n'est-ce pas? Vous allez voir que si on les pénalise, mais un gars va se lever, va dire que non, toi là, est-ce qu'on ne fait pas ça? On saura donc que d'autres n'embindent pas les femmes comme nous. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que les bisexuels seront connus. Oui. Et nous, dans nos coutumes, nous serons où les placer. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je pense que le plus grand mal qui a été fait dans ce pays, ce sont les sectes maçonniques, rosicruciennes, ayant créé des réseaux. Et c'est ce qui a fragilisé le renouveau. C'est compris beaucoup. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce programme. Nous l'avons même excédé de 5 minutes. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de votre programme Libre Expression. Merci au professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui est justement enseignant d'université et homme politique. Merci à l'honorable Aïssa de l'UNDP qui a beaucoup parlé, mais qui est en train de dire qu'elle n'a pas parlé. Vous allez pouvoir parler mieux prochainement. On dira aussi merci au professeur Sanga Obama. Il est également qui aussi peut parler de l'objet de situation. Je peux n'avoir pas beaucoup parlé ce matin. Merci à Antoine Awono, qui est également là ce matin, expert en stratégie, expert en sécurité. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion, c'est ce soir à partir de 21h. Dans quelques minutes, ça dit à 14h, retrouvez votre programme des détentes intitulé Dimanche VIP avec des grands invités sur le plan artistique. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?